Elle a simplement interdit à sa fille de fréquenter ce garçon, un premier amour à 14 ans. La mère a dit non et ne s'est plus jamais réveillée. Janvier 2022, village de Yurievka, district de Pavlogradsky, région d'Omsk, plus de -20 degrés, nuit profonde, silence absolu. Vers 2 heures du matin, on commence à frapper à la porte d'une maison voisine. Pas timidement, mais désespérément, à coups de poing, sans s'arrêter. Une adolescente de 14 ans, pieds nus, vêtue d'une fine tenue de nuit, son petit frère dans les bras, tous deux sans manteau, tous deux glacés jusqu'aux os. Elle n'arrive pas à parler de manière cohérente, suffoque, tremble, mais répète une chose encore et encore. Un inconnu est entré dans leur maison, avec une arme tranchante. Sa mère, son beau-père, sa petite sœur, tous dans leur lit. Aucun ne bouge. Les voisins les font entrer tous les deux, les couvrent de couvertures. L'aîné répète la même chose. Un homme barbu, environ 45 ans, peut-être 50. Jamais vu auparavant. Elle s'est réveillée à cause du bruit, a attrapé son frère et s'est enfuie par la porte arrière. Elle n'a pas appelé. Elle a juste couru pieds nus dans la neige. Le village à cette heure est désert. Pas de lumière, pas de mouvement. Seulement le crissement de la neige et sa propre respiration dans le froid glacial. La première patrouille est arrivée rapidement. Quand les policiers sont entrés dans la maison, il est devenu évident qu'il n'était plus nécessaire d'appeler une ambulance. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a transformé un appel ordinaire en une affaire qui allait bouleverser toute la région d'Omsk. La porte n'était pas verrouillée. Les policiers sont entrés immédiatement et ont compris qu'à l'intérieur, plus personne n'attendait de secours. Dans la chambre, Alexandra, 35 ans, mère de 3 enfants, était allongée dans la même position dans laquelle elle s'était endormie. À côté d'elle, Roman, 38 ans, son compagnon. Tous deux présentaient de multiples blessures causées par une arme tranchante. Aucun meuble renversé, aucune vaisselle brisée, aucune trace de résistance. Ils n'ont même pas eu le temps de comprendre que quelqu'un se tenait à côté du lit. Dans la pièce voisine, la fillette de 10 ans, la cadette d'Alexandra, souffrant depuis la naissance d'une maladie du système musculo-squelettique. Elle ne pouvait pas se lever sans aide. Elle ne pouvait pas ramper jusqu'à la porte. On l'a retrouvée à l'endroit même où elle s'était couchée avant de dormir. L'objet utilisé, une baïonnette, un couteau pour l'abattage du bétail. Ni un couteau de cuisine, ni un canif, une lame industrielle utilisée dans les fermes pour découper les carcasses. Il n'y en avait pas dans la maison. Les propriétaires n'avaient pas de bétail. Elle avait été apportée, et ce détail à lui seul en disait plus aux enquêteurs que n'importe quel témoignage. Ce n'était pas spontané. Quelqu'un s'était préparé à l'avance. 3 personnes dans une même maison, en une seule nuit, dans leur sommeil, sans la moindre chance. Les enfants de 16 et 14 ans avaient survécu, et pour l'instant, la seule chose sur laquelle l'enquête pouvait s'appuyer était le récit de l'aîné. Un homme barbu, environ 45 ans. Il avait fait irruption, frappé et disparu dans la nuit. Les techniciens de scène de crime ont commencé l'examen et une équipe d'enquête supplémentaire a été appelée en urgence depuis Omsk. La maison a été mise sous scellé, le village bouclé. Elle a été interrogée la nuit même, avec précaution, en présence d'un psychologue, compte tenu de son état. Sa version n'a pas changé. Le même inconnu, la même fuite avec le frère. Un détail s'est ajouté. L'homme était corpulent. Il était entré par la porte arrière. À partir de la description, un portrait robot a été établi et des avis de recherche ont été diffusés dans tout le district, au village voisin, au chef-lieu, dans les bulletins et les actualités locales. Et voici un détail important à comprendre. Yurievka se trouve non loin de la frontière avec le Kazakhstan et les enquêteurs ont immédiatement émis une hypothèse. Cet homme pouvait venir de l'étranger. Il avait franchi la frontière, fait ce qu'il avait fait et était reparti. Disparu sur un territoire étranger. Cela expliquerait plusieurs choses à la fois. Pourquoi personne ne le connaissait? Pourquoi il n'y avait ni trace ni témoin, à moins qu'il ne soit venu de la steppe? L'information a été transmise aux gardes frontières. Les patrouilles ont commencé à ratisser les routes en direction de la frontière. À Yurievka, les gens ont commencé à verrouiller leurs portes, alors qu'auparavant presque personne ne le faisait. Et voici ce qui ne laissait pas de répit. La famille était ordinaire, pas d'ennemis, pas de dettes importantes, pas de conflits. Et voilà, 3 personnes en une seule nuit, et celui qui avait fait cela semblait s'être volatilisé dans la steppe de janvier.
Au village sont arrivés des maîtres chiens, des techniciens de scène de crime d'Omsk et des experts de la direction principale. Pour une localité de quelques centaines d'habitants, c'était une ampleur sans précédent. Cela n'était jamais arrivé ici auparavant. Les chiens ont fait le tour du périmètre de la maison, de la cour, des rues adjacentes, de la lisière du village. Voici ce qui est important, ils n'ont pas trouvé de piste, ni à l'entrée, ni à la sortie, ni dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Rien qui n'indiquât la présence d'un étranger. On a interrogé les habitants un par un, maison après maison. Personne n'avait vu de voitures étrangères, personne n'avait entendu de pas, personne n'avait remarqué d'inconnus, ni tôt le matin. Il n'y a pas de caméra dans le village, presque pas d'éclairage public. Mais même en tenant compte de cela, quelque chose aurait dû rester. Janvier, neige fraîche, température en dessous de 0. Les empreintes de chaussures dans la neige tiennent pendant des heures, parfois des journées entières. Il n'y en avait pas, ni traces de bottes, ni de pneus, ni de neige tassée près de la clôture. Comme si quelqu'un était entré dans la maison sans rien toucher, ou comme si cette personne n'existait tout simplement pas. L'opération de recherche s'est étendue sur plusieurs jours. Les sorties du district ont été bouclées, les hameaux des environs vérifiés. On a contacté la police des villages voisins et du chef-lieu. L'homme barbu d'environ 45 ans, issu du témoignage de l'aîné, ne se trouvait nulle part. Aucune correspondance avec le portrait robot. Et à partir de ce moment, l'enquête s'est retrouvée dans une impasse. Tous les indices ne menaient nulle part, et l'unique témoin décrivait quelqu'un qui semblait ne pas exister. Alexandra avait passé la majeure partie de sa vie à Pavlogradka, le chef-lieu du même district. C'est là qu'il y avait eu son premier compagnon, c'est là qu'étaient nés ses aînés. Une ancienne voisine, Nadejda Kotkova, se souviendra plus tard sans détour. Les propriétaires n'étaient bons à rien, pas de potager, pas de bétail, disputes avec le compagnon, cours à l'abandon, désordre à l'intérieur, et c'est précisément en cela, sans attention, sans chaleur, sans mode de vie normal. Kotkova parlait sans accusation. Ils étaient aigris, ils grondaient, ils criaient, elle n'a vu ni soin ni rien qui ressemble à un développement normal. Et ce ne sont pas des suppositions. Ce sont les paroles directes d'une femme qui a vécu à côté pendant plusieurs années et qui a tout vu par-dessus la clôture. À un moment donné, Alexandra a quitté son premier compagnon. Elle a pris ses 3 enfants et a déménagé à Yurievka. Là est apparu Roman, un homme tout à fait différent. Travailleur, sobre, un homme solide. L'amie d'Alexandra, Elena, dira plus tard « Roman élevait ses aînés comme les siens. Il ne faisait pas de différence, il traitait tout le monde de la même façon. La vie s'est réorganisée, la maison était en ordre, le bétail dans la cour, un quotidien stable, sans scandale, sans beuverie, sans appels nocturnes. Pour Alexandra elle-même, c'était probablement la première étape normale depuis de longues années, et pour l'aînée, peut-être la seule de toute sa vie. Normal est ici une notion relative. Au moment du déménagement, elle avait déjà environ 13 ans. L'essentiel de la formation de la personnalité était derrière elle. Ce qui avait été ancré dans les premières années ne pouvait plus être réécrit. Yurievka est un village où tout le monde se connaît. Les nouvelles font le tour de chaque cour en 1 heure. Les étrangers se remarquent immédiatement. La famille s'est intégrée rapidement. Pour les habitants, rien de remarquable. Des gens ordinaires, une vie de village ordinaire. Sous un même toit, 3 enfants. L'aîné, 14 ans. La cadette, 10 ans. Le plus jeune, 6 ans. Et voici un détail important à comprendre. La cadette était handicapée depuis sa naissance, une maladie grave du système musculo-squelettique. Elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Elle avait besoin de soins quotidiens constants, alimentation, hygiène, déplacement dans la maison. Et dans la famille, tous comprenaient que lorsque les parents vieilliraient, ce fardeau retomberait inévitablement sur l'aîné. Cela n'était pas formulé à voix haute chaque jour, mais sous-entendu, comme c'est sous-entendu dans toute famille ayant un tel diagnostic. L'aîné allait à l'école, vivait une vie d'adolescente ordinaire, dans la mesure du possible, dans un endroit où il n'y a ni cinéma, ni centre commercial, ni café. L'événement principal, ce sont les cours, les rares soirées dansantes au club du village, la rue. Et c'est précisément dans ce milieu, dans ce petit monde fermé de sa vie, qu'est apparu un homme qui allait tout changer, pas en un jour, mais de manière irréversible.
Il s'appelait Alexandre, 17 ans, avait été précédemment fiché pour des affaires de mineurs. Selon les témoignages de ceux qui le connaissaient, il pouvait manifester de l'agressivité sans raison apparente, avait été repéré pour mauvais traitements envers les animaux, il tourmentait des chats, non par curiosité enfantine, mais consciemment, systématiquement. Pour ceux qui voyaient cela, c'était un type clair, un adolescent difficile, l'un de ceux dont il valait mieux se tenir à l'écart. Et tenir ses propres enfants à l'écart aussi. Pour la jeune fille de 14 ans, il devint tout autre chose, le premier qui lui prêtait attention, qui l'avait choisi, elle. Après toute cette enfance sans tendresse, sans soin, sans le sentiment d'être utile à quelqu'un, cela était perçu différemment que pour n'importe quelle autre fille de son âge. Un amour adolescent, aveugle, absolu, n'admettant aucune objection. Il venait la voir, au début parfois, puis de plus en plus souvent. Elena, l'amie de la mère, dira plus tard « Ces derniers temps, il venait pratiquement tous les jours. Il restait assis 2 ou 3 heures. Et à ce moment-là, il est important de comprendre une chose. Il connaissait cette maison, il savait quelle pièce était laquelle, il savait qui dormait où, il savait l'emplacement des 2 portes, y compris celle de derrière, il savait comment s'ouvrait la serrure. Il entrait librement, ressortait librement. Pour la famille, c'était juste un garçon plus âgé, un peu étrange, brusque, mais tolérable. Personne ne le percevait comme une menace. Et personne ne se demandait pourquoi il regardait si attentivement autour de lui, mémorisant chaque détail. Et c'est ici que les versions divergent, et cette divergence est cruciale. Selon les éléments de l'enquête, la mère et le beau-père étaient opposés à la relation de leur fille avec Alexandre. Ils avaient interdit catégoriquement de se voir, sans compromis. Un garçon de 3 ans plus âgé, fiché, avec une réputation d'agressif. N'importe quel parent normal se serait inquiété. Mais l'amie d'Alexandra, Elena, affirme le contraire. Il n'y avait aucune interdiction. Roman le prenait avec calme. Alexandra ne faisait pas de scène. S'il y avait du mécontentement, il ne se transformait pas en confrontation ouverte. 2 témoignages, 2 tableaux. L'enquête a retenu la première version comme base, l'interdiction comme mobile. Mais même si la vérité est plus proche de la seconde, pour une adolescente, cela n'avait pas d'importance. Toute désapprobation à 14 ans est lue comme une guerre. Tout code 0 résonne comme code 1. Les parents pouvaient simplement froncer les sourcils à son arrivée, échanger des regards, et c'était suffisant. Entre les murs, entre elle et celui qu'elle avait choisi, se tenaient 2 adultes, et ils n'avaient nulle intention de s'écarter. Le conflit n'était pas bruyant, sans scandale, sans ultimatum, sans porte qui claque, plutôt une résistance silencieuse, tacite, des 2 côtés. Mais c'est précisément cette pression, selon la version de l'enquête, qui a déclenché le mécanisme. À partir de là, les événements commencent à se diriger vers un point de non-retour. Il existe encore une version, et elle explique pourquoi les événements se sont accélérés précisément en hiver et précisément en janvier. Selon Elena, l'amie d'Alexandra, lors d'une soirée dansante locale, des relations intimes auraient eu lieu entre les adolescents, une fille de 14 ans et un garçon de 17 dans un petit village où les murs ont des oreilles et où chaque nouvelle fait le tour de chaque cour. Si la mère l'avait appris, les conséquences auraient été plus graves qu'un simple scandale familial. La différence d'âge, l'âge du consentement, tout cela pouvait se terminer par une affaire judiciaire pour Alexandre. Très probablement, tous 2 le comprenaient. La peur d'être démasquée, concrète, quotidienne, tangible. Chaque conversation de la mère avec quelqu'un du village pouvait être le dernier jour calme. Chaque question code 2 était une bombe à retardement. Et il est important de comprendre que la logique adolescente fonctionne différemment de la logique adulte. Pas code 3, mais code 4. Pas attendre et espérer que ça passe, mais résoudre une fois pour toutes, pour ne plus avoir peur. L'enquête a finalement combiné les 2 mobiles en un seul, l'interdiction de la relation et la peur que la mère apprenne ce qui s'était passé lors de la soirée dansante. 2 adolescents, une seule peur partagée, et un plan qui, selon toute apparence, a commencé à se former à ce moment-là. L'enquête établira plus tard un détail clé. L'aîné ne voulait pas de l'avenir qui l'attendait. S'occuper à vie de sa sœur. Pas de manière abstraite, pas comme une peur lointaine et floue, mais de manière concrète et consciente. Elle percevait sa sœur comme une obligation, et la cadette s'est retrouvée dans le plan. Non par hasard, non à la dernière minute, non par erreur. Dès le début,
Elle n'est pas devenue une victime collatérale. Sa fin avait été planifiée tout aussi froidement. Comment un humain de 14 ans en arrive-t-il à une telle pensée, pas dans un état de choc, pas dans une dispute, pas dans une impulsion d'une minute? La réponse réside très probablement dans cette enfance dont parlait la voisine Kotkova. L'empathie ne s'est pas formée parce qu'il n'y avait rien à partir de quoi la construire. La capacité de voir dans l'autre un être humain vivant n'est pas innée. Elle se forme à travers les soins et l'attention. Si rien de tout cela n'a existé, quelque chose se brise dans les fondations. Les enquêteurs ont commencé à douter presque immédiatement, avant même que l'opération de recherche n'aboutisse à un zéro définitif. Cela semblait cohérent à première vue, mais à un examen attentif, cela ne résistait pas à la pression des faits. Premièrement, la porte arrière, par laquelle l'inconnu aurait fait irruption. La porte était ouverte, mais pas forcée. Aucune trace d'effraction, aucun dommage à la serrure, aucun éclat sur le chambranle. Quelqu'un l'avait simplement laissé déverrouiller. Deuxièmement, les traces à l'intérieur de la maison. Aucune empreinte qui n'appartint à des membres de la famille ou à l'entourage proche. Un étranger n'avait laissé ni empreinte digitale, ni traces de chaussures, ni traces biologiques. Pour quelqu'un qui aurait soi-disant fait irruption et infligé de multiples blessures à 3 personnes, une stérilité impossible. Troisièmement, le comportement de la jeune fille de 14 ans elle-même. Elle affirmait s'être réveillée à cause du bruit et avoir immédiatement fui avec son frère. Mais le frère dormait dans une autre partie de la maison. Elle aurait dû traverser la zone où se trouvait l'inconnu et pourtant rester totalement inaperçue. Quatrièmement, l'agresseur n'avait pas touché précisément à elle et précisément à l'enfant de 6 ans. 2 des 5 étaient restés en vie et tous 2 étaient liés entre eux. Sœurs et frères. Chacun de ces détails pris séparément pouvait encore admettre une explication, mais ensemble, ils formaient un tableau qui ne correspondait catégoriquement pas aux déclarations de l'unique témoin. Le fantôme n'avait pas été retrouvé, ni après 24 heures, ni après 48. Pas d'étranger, pas de traces d'intrus, ce qui signifiait que tout indiquait l'intérieur, quelqu'un du cercle proche. Alexandre est entré en premier dans le viseur. Un garçon plus âgé, 17 ans, avec une réputation que tout le village connaissait. Le mobile en surface, des parents contre la relation, ou la peur des conséquences, ou les deux à la fois. Les moyens aussi étaient clairs. La baïonnette avait été apportée à l'avance, une préparation, et non un coup de folie soudain. Tout convergeait vers lui, mais une question subsistait qui ne permettait pas de clore l'affaire. La porte arrière. Elle avait été ouverte de l'intérieur, pas défoncée, pas crochetée, précisément ouverte par quelqu'un de la maison. La famille s'était couchée. La maison était verrouillée pour la nuit. Quelqu'un s'était levé et avait déverrouillé la serrure, et ce quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison à ce moment-là. Il était entré, mais pas par celui qui avait ouvert. L'enquête a commencé à travailler en parallèle dans une autre direction. 2 jours s'étaient écoulés depuis la nuit du 22 janvier. La jeune fille de 14 ans a été interrogée à nouveau. Formellement, en tant que témoin, avec le plein respect de la procédure, en présence d'un psychologue et d'un représentant légal. Elle tenait bon, répétait la même histoire. Un homme barbu, du bruit, la fuite avec le frère dans les bras, les coups à la porte des voisins. Mais de petits décalages apparaissaient. Dans le premier récit, elle s'était réveillée à cause d'un cri. Dans le second, à cause d'un bruit sourd d'un coup. Dans le premier, elle s'était enfuie immédiatement, sans regarder en arrière. Dans le second, elle avait d'abord jeté un coup d'œil dans le couloir et c'est seulement ensuite qu'elle avait couru chercher son frère. Pas des contradictions entières, mais des micro-fissures, celles qu'une personne remarque elle-même, mais que le procès-verbal consigne mot pour mot. Les enquêteurs n'exerçaient pas de pression, n'accusaient pas, n'élevaient pas la voix. Ils posaient les mêmes questions dans un ordre différent, sous différents angles, et notaient chaque mot, chaque minute. En parallèle, ils travaillaient sur Alexandre. Il a d'abord nié toute implication, disant qu'il était chez lui cette nuit-là, qu'il dormait, mais l'alibi s'effritait. On l'avait vu dans la soirée du 21, mais après minuit, personne, ni ses proches, ni ses amis. 2 adolescents, 2 séries de déclarations, et toutes 2 avec des fissures qui s'élargissaient à chaque heure d'interrogatoire. L'enquête ne se précipitait pas, elle attendait. Elle comprenait que sous une telle pression des faits, le dénouement n'était qu'une question de temps.
Le troisième jour, Alexandre a parlé en premier. Il a commencé à raconter en détail, de manière séquentielle, sans hystérie. Vers 2 heures du matin, il est arrivé à la maison par le côté du potager. La porte arrière était ouverte, comme convenu à l'avance. Il est entré silencieusement, en essayant de ne pas faire de bruit. La première chambre, celle des adultes. Alexandra et Roman dormaient. Il a porté des coups avec la baïonnette. L'un d'eux n'a pas eu le temps de se réveiller complètement. Puis la chambre de la fillette de 10 ans. Elle ne pouvait pas résister. Elle ne pouvait pas se lever du lit. Elle ne pouvait pas appeler à l'aide assez fort pour que quelqu'un l'entende. Ensuite, il est ressorti par le même chemin, par l'arrière-cour et le potager. Il a jeté l'arme en chemin dans un endroit choisi à l'avance. Les vêtements sur lesquels il y avait des traces, il les a cachés séparément. Il a montré aux enquêteurs les 2 endroits avec précision, sans hésitation. Cela correspondait au tableau qu'avaient enregistré les techniciens de scène de crime cette nuit-là, mais dans son récit, il y avait un détail qui a bouleversé toute la construction. La porte avait été ouverte pour lui de l'intérieur. Et cette personne n'était pas un homme barbu d'environ 45 ans. C'était cette même jeune fille de 14 ans qui, 2 jours plus tôt, se tenait pieds nus sur le seuil de la maison voisine, son frère dans les bras, et criait en pleine crise de nerfs qu'un inconnu avec une arme tranchante avait fait irruption dans leur maison au milieu de la nuit. L'adolescente n'était pas une victime, n'était pas un témoin, n'était pas celle qui avait miraculeusement survécu. Elle était l'organisatrice. Le plan se préparait depuis des mois, ni 1 semaine, ni 2, plusieurs mois. Les adolescents discutaient de chaque étape, comment cela se passerait, quand, dans quel ordre. Ils se répartissaient dans les rôles, il entre et fait ce qu'il faut. Elle assure l'accès et crée la couverture après. Elle savait qu'on viendrait pour sa mère, son beau-père, sa petite sœur. Pas seulement qu'elle le savait, elle le voulait. C'est elle qui avait insisté pour que sa sœur soit incluse dans le plan. C'est elle qui avait laissé la porte non verrouillée. C'est elle qui, après cela, avait soulevé son petit frère de 6 ans et avait couru chez les voisins avec une histoire préparée à l'avance. Un homme barbu, 45 à 50 ans. Un inconnu, il a fait irruption. Tout. Un scénario inventé et arrêté à l'avance. Le portrait robot d'un homme inexistant, diffusé dans tout le district, les avis de recherche, les maîtres chiens, les techniciens de scène de crime d'Omsk, les experts du comité d'enquête, tout cela n'était que la réaction du système à une fiction. L'hystérie chez les voisins, partie du plan. Les pieds nus et les jambes dans la neige de janvier, partie du plan. Le sauvetage du frère, pas un élan, mais un alibi. L'enquête a découvert la vérité en 2 jours, mais le projet existait bien avant cette nuit-là. La mise en scène, où est la serrure, où ils dorment, combien de pas entre les chambres. La carte avait été établie bien avant le 22 janvier. L'enquête a reconstitué la chronologie de la conspiration à partir des dépositions, des échanges écrits et des preuves matérielles. 2 adolescents discutaient méthodiquement de l'enchaînement des actions, ajustaient, précisaient, répartissaient qui était responsable de quoi. Alexandre avait trouvé l'arme à l'avance, il l'avait prise à un inconnu, un choix ciblé, conscient. Ensuite, prendre le frère et courir chez les voisins avec une histoire toute prête. Il avait été décidé de laisser le petit de 6 ans. Pas par pitié, pas par attachement, pas par compassion. Il n'entrait simplement pas dans la catégorie de ceux qui dérangent. Il n'interdisait pas la relation, n'exigeait pas de soins quotidiens, ne représentait pas une menace pour l'avenir qu'il se dessinait. Dans la logique de ce projet, les gens étaient divisés en 2 catégories, ceux qui sont sur le chemin et ceux qui ne le sont pas. La mère se tenait, le beau-père se tenait, la sœur se tenait. Le frère, non. C'est pourquoi le frère est resté en vie, un calcul glacial exécuté par 2 adolescents. Après qu'Alexandre eut tout raconté, les enquêteurs ont présenté les faits à la jeune fille de 14 ans. Elle a reconnu son implication, mais seulement partiellement. Pas de remords, pas de conversation franche, pas de tentative de soulager sa conscience, une confirmation forcée de ce qu'il était inutile de nier. Oui, elle connaissait le plan, elle avait ouvert la porte, mais le tableau complet de son propre rôle, les mois de planification, l'élaboration, la légende de l'inconnu, elle ne l'a pas révélé volontairement. L'enquête avait rassemblé suffisamment d'éléments, même sans aveu complet. Les échanges écrits entre les adolescents, les dépositions probantes d'Alexandre, les preuves matérielles, l'arme, les vêtements tachés, la chronologie reconstituée des actions.
Tout indiquait une entente préalable, des mois de préparation consciente, la participation conjointe des deux à la planification et à l'exécution. L'affaire a été qualifiée au maximum 2 personnes ou plus, avec une cruauté particulière, en bande organisée avec entente préalable. Pour un adulte, une telle qualification entraînait au départ une peine à perpétuité. Pour les mineurs, le plafond est limité par la loi, maximum 10 ans pour 3 victimes. L'affaire a été transmise au tribunal. À ce moment-là, le plus jeune frère se retrouvait sans sa sœur de sang. L'aîné attendait son procès. Le garçon en détention provisoire. Tout ce qui restait de cette famille, un jugement qui n'avait pas encore été rendu. Mars 2023, le tribunal a prononcé son verdict. Alexandre, 6 ans et 7 mois en colonie de régime ordinaire. La jeune fille de 14 ans, 6 ans et 6 mois en colonie d'éducation surveillée. 3 personnes en une seule nuit de janvier, parmi lesquelles une fillette de 10 ans qui ne pouvait ni se lever, ni partir, ni se défendre, ni même appeler à l'aide à voix haute. Une exécution planifiée, préparée pendant des mois. Et pour tout cela, moins de 7 ans chacun. Le tribunal a accordé une indemnité pour préjudice moral en faveur du petit frère, 1 million de roubles. 1 million pour la mère, la sœur, le beau-père, pour tout ce qu'il avait et qu'il n'aurait plus jamais. Au moment du prononcé du verdict, il avait 7 ans. Il grandissait chez des proches, dans une maison étrangère, dans un mode de vie étranger. Comprenait-il alors pleinement ce qui s'était passé avec sa famille? On ne le sait pas. Mais un jour, il le comprendra. Il apprendra que sa sœur aînée elle-même a ouvert la porte à un homme avec une arme tranchante, qu'elle planifiait cela depuis des mois. Le verdict a retenti dans la salle. Beaucoup s'attendaient à ce que ce soit là le point final, l'affaire close, les coupables nommés. Quelle que soit la justice, elle avait été rendue. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, parce que 6 ans et demi dans le système russe, ce n'est pas toujours 6 ans et demi. Mais 2023, 2 mois après le verdict, la défense a fait appel des peines prononcées. La juridiction supérieure a examiné le dossier, écouté les arguments et n'a pas alourdi le verdict, elle l'a allégé. 2 mois en moins pour la jeune fille de 14 ans, 1 mois pour Alexandre. Au total, 6 ans et 4 mois pour lui, 6 ans et demi pour elle, pour 3 personnes, dont une fillette de 10 ans en situation de handicap sévère qui ne pouvait même pas se rendre seule jusqu'à sa chambre. Une différence d'1 ou 2 mois, des chiffres presque formels, mais le sens de l'appel n'était pas dans le sens d'un alourdissement. Le système avait fonctionné selon la procédure, pris en compte l'âge des accusés, pris en compte tout ce que la loi oblige à prendre en compte, appliqué les normes, et rendu un résultat. Le frère de 7 ans s'est retrouvé seul avec ce résultat, 1 million de roubles de compensation, un chiffre dans un document judiciaire. L'appel a mis un point final à la partie judiciaire de cette histoire. Ils purgent leur peine, semblait-il que c'était la fin. Mais quelques mois plus tard, une nouvelle est venue de la colonie. Moins de 6 mois après le verdict, Alexandre a signé un contrat avec le ministère de la Défense. De la colonie au front. L'homme, qui, avec une baïonnette, avait ôté la vie à 3 personnes endormies, a reçu une arme automatique, un uniforme et une sortie vers la liberté. 6 ans et demi se sont transformés en quelques mois derrière les barreaux et une signature sur un contrat. Ce n'est pas un cas isolé ni une exception à la règle. C'est un mécanisme accessible aux condamnés dans tout le pays. Mais c'est précisément dans cette affaire, avec 3 victimes en une seule nuit et une fillette de 10 ans parmi elles, que ce mécanisme devient insupportable à percevoir. L'organisatrice, au moment de l'exécution, avait 14 ans, l'exécutant 17, verdict de moins de 7 ans chacun, appel, allègement, puis une arme automatique. La sœur aînée en colonie d'éducation surveillée, celui qui était venu dans leur maison avec une lame. L'homme barbu n'a jamais existé. Elle le savait depuis le début. Elle frappait à la porte non par peur, mais parce que c'était dans le plan. Que pensez-vous de cette histoire? Écrivez en commentaire, mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Le 10 juillet 2012, sur l'étang de Seversky à Polevskoïe, 2 pêcheurs ont remarqué quelque chose qui s'était échoué près de la rive. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait de détritus, d'une souche, d'un morceau de tissu. Ils se sont approchés et ont laissé tomber leurs cannes à pêche. Ce qui s'était échoué sur la rive était enveloppé d'une lourde chaîne en fer, plusieurs tours autour du cou, plusieurs autour du torse, censé la maintenir là à jamais.
Mais en raison des processus de décomposition, la victime a finalement remonté à la surface et le courant l'a portée jusqu'à la rive opposée de l'étang. L'état était grave. Le long séjour dans l'eau rendait l'identification pratiquement impossible. Le visage, les mains, rien n'était lisible. La seule chose qui s'était plus ou moins conservée, c'était les vêtements. Et c'est grâce à eux que l'on parviendra plus tard à établir qui avait été retrouvé ce jour-là. Polevskoïe est une petite ville de la région de Sverdlovsk, un peu plus de quelques milliers d'habitants. L'entreprise principale est l'usine de tubes de Seversky, autour de laquelle, en substance, toute la ville s'est développée. Un endroit calme, fermé, où tout le monde se connaît. Et voilà que sur l'étang, où les gens se promènent en famille, où l'on pêche le week-end, où l'on se baigne en été, une telle découverte. Les pêcheurs ont appelé la police, une patrouille est arrivée, le périmètre a été bouclé. Mais pour comprendre qui avait été retrouvé ce jour-là, il faut remonter 5 jours en arrière, lorsqu'une femme nommée Lyudmila ne s'est tout simplement pas présentée au travail. Le 6 juillet 2012, Lyudmila Kourianova ne s'est pas présentée à son service de taxi. Elle avait 60 ans et travaillait tous les jours sans congé, sans absence, sans exception. Elle prenait le volant de sa propre voiture tôt le matin et partait sur la route. Le fait qu'elle ne soit tout simplement pas apparue et n'ait prévenu personne ne s'était jamais produit en tout le temps qu'elle travaillait. Ses proches ont commencé à s'inquiéter vers midi. D'abord, ils ont appelé, le téléphone restait silencieux. Pas de tonalité, pas de répondeur, absolument rien. Puis, ils se sont rendus chez elle. La porte était fermée, la cour vide, pas de voiture. Aucune note, aucune trace d'un départ précipité, pas le moindre indice. Et c'est à partir de ce moment-là que les recherches ont commencé. Igor, le fils aîné de Lyudmila, accompagné de son frère, a fait le tour des garages les plus proches. Il a parcouru le secteur des maisons individuelles, est passé chez des connaissances, chez d'anciens collègues de l'usine, a interrogé les voisins. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu. Lyudmila s'était comme évaporée. Dans une petite ville où tout le monde est en vue, où chaque visage est familier, cela semblait impossible. Une femme ne pouvait pas simplement disparaître sans laisser de traces. Mais c'est précisément ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, ni Igor ni son frère cadet ne savaient encore que la découverte sur l'étang de Seversky 4 jours plus tard, c'était leur mère. Ils espéraient encore, croyaient encore qu'elle était quelque part, qu'il y avait eu une erreur et qu'elle reviendrait. Mais il y avait une personne qui savait précisément où Lyudmila se trouvait la veille au soir, et cette personne gardait le silence. Lyudmila avait passé la majeure partie de sa vie à travailler comme comptable à l'usine de tubes de Seversky, l'entreprise principale de Polevskoïe. Y travailler était considéré comme une affaire stable et fiable. Elle connaissait les chiffres, les documents, la comptabilité. À l'usine, ses collègues l'appréciaient, parlaient d'elle en bien, calme et soigneuse, elle n'entrait en conflit avec personne. Mais à un moment donné, elle a été touchée par une suppression de poste. Et en 2010, son mari a quitté ce monde. Lyudmila s'est retrouvée seule. Ses 2 fils adultes, Igor et son frère cadet, vivaient séparément, chacun avec sa propre famille. Ils venaient, lui rendre visite, mais dans la vie quotidienne, elle était livrée à elle-même. La pension ne couvrait pas les dépenses. Rester sans rien faire lui était impossible. Une personne habituée toute sa vie à travailler, à être utile, à bouger. Et alors elle a pris une décision. Elle avait sa propre voiture et Lyudmila s'est fait embaucher comme taxi. Des routes familières à travers la ville, des rues habituelles. Pour une femme de 60 ans, c'était un choix difficile, mais elle s'en sortait. Elle gagnait sa vie, ne dépendait de personne, tenait debout. Ses proches se souviennent. Maman était une personne bienveillante, elle aimait la vie, s'occupait de ses petits-enfants, s'efforçait de ne pas baisser les bras. Et c'est précisément dans le taxi que Lyudmila a fait la connaissance d'une personne qui allait tout changer et tout briser. Parmi les chauffeurs de taxi de Polevskoïe, il y avait un homme nommé Vassili qui travaillait avec sa propre voiture. D'après les souvenirs de ceux qui le connaissaient, il était charmant, bavard, capable de mettre les gens à l'aise. Dans une petite ville, les chauffeurs de taxi se connaissent, se croisent sur les stations, échangent quelques mots entre les courses, partagent leurs itinéraires. C'est ainsi que Lyudmila et Vassili ont commencé à communiquer, d'abord professionnellement, puis plus intimement. Des services communs, des itinéraires communs, des conversations communes autour d'un thé sur la station.
À un moment donné, cela s'est transformé en relation. Mais il y avait un détail qui, dès le départ, rendait cette histoire compliquée. Vassili était marié, il avait une famille, une maison, un quotidien. Tout était installé, tout était en place. Une épouse, des fils adultes. Pour son entourage, c'était un homme de famille, fiable, solide. Et Lyudmila est devenue sa vie parallèle. Un secret que son épouse ne devait pas découvrir. Il venait chez elle, passait du temps, repartait dans sa famille. Et de l'extérieur, cela ressemblait à une liaison ordinaire. Chacun à sa manière avait trouvé chez l'autre quelque chose de chaleureux. Mais Lyudmila a assez rapidement senti que quelque chose n'allait pas avec Vassili. Elle n'en parlait pas ouvertement, ne se plaignait pas à ses connaissances. Mais elle s'est tout de même confiée à une personne. À sa sœur, elle a dit directement « Elle avait peur de lui ». Selon Lyudmila, Vassili aurait eu un casier judiciaire. Elle n'a pas précisé pourquoi exactement, mais le simple fait qu'elle ait prononcé cela à voix haute en dit long. Lyudmila n'était pas de celles qui exagèrent ou dramatisent pour rien. Si elle a dit à sa sœur qu'elle avait peur, c'est qu'elle avait vraiment peur. Et ici se pose une question que beaucoup poseront sûrement. Si elle avait peur, pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi continuait-elle à le voir? À le laisser entrer chez elle? À le laisser entrer dans sa vie? Probablement tout n'est pas si simple. Une petite ville, la perte du mari, la solitude, l'âge. Quand vous avez 60 ans et que vous avez enterré la personne avec qui vous avez passé toute votre vie, n'importe quelle semblance de proximité semble importante, même si cette proximité est anxiogène. Très probablement, Vassili n'était pas du genre dont on s'éloigne facilement. Il existe un type de personne qui savait garder quelqu'un près d'eux non par la tendresse, mais par la pression, non par des menaces directes, mais par le sentiment que vous dépendez de lui. D'autant plus à Polevskoï, où tout le monde se connaît. Et partir signifie non pas simplement fermer la porte, mais reconstruire toute sa vie. Lyudmila pensait probablement qu'elle s'en sortirait, que c'était simplement un caractère, une rudesse masculine. Rien de sérieux, mais bientôt, elle sortira un matin de chez elle et découvrira que sa voiture, son unique source de revenus, n'est plus là. Lyudmila vivait dans une maison individuelle à la périphérie de Polevskoï, non loin de l'étang de Seversky. Le quartier est calme, maison d'un étage, clôture, jardin potager, routes en gravier. En été, verdure et silence, le soir on n'entend que les oiseaux. En hiver, la neige jusqu'à la taille et la fumée des cheminées. Dans la cour, il y avait une niche. Auparavant, un berger allemand y vivait, un chien sérieux, de grande taille, sur une chaîne solide. Mais à ce moment-là, le chien était déjà mort. La niche était restée là, vide, et la chaîne y pendait toujours, lourde, métallique, à maillons épais. Personne ne l'avait enlevée, emportée ou jetée. Elle faisait simplement partie de la cour, comme la clôture, comme le portillon. Lyudmila continuait à vivre ici seule. Le matin, elle partait au travail. Le soir, elle revenait, fermait le portail. Ses fils venaient le week-end. Parfois, ils amenaient les petits-enfants. Ceux-ci couraient dans la cour, jouaient près de la niche. Tout le monde connaissait Lyudmila comme une femme calme et travailleuse. Elle ne faisait pas de bruit, ne créait pas de scandale, vivait paisiblement et discrètement. De chez elle à l'étang, il y a quelques minutes à pied. Un sentier à travers le secteur des maisons individuelles, le long des clôtures, et voilà la rive. En été, on y pêche, on s'y promène, en hiver, c'est vide, personne. Et cette proximité de la maison avec l'eau et cette chaîne sur la niche vide dans la cour, retenez ces deux détails, car les deux reviendront dans cette histoire, et le contexte dans lequel ils réapparaîtront sera tout à fait différent. Le 5 juillet 2012, le voisin de Lyudmila faisait griller des brochettes dans sa cour. Une soirée d'été ordinaire. La chaleur, une longue journée, aucune agitation. À un moment donné, il a entendu une voiture s'arrêter devant la maison de Lyudmila. Des portières ont claqué. 2 personnes sont sorties, Lyudmila et un homme. Plus tard, le voisin dira que c'était Vassili, il l'avait déjà vu auparavant. Puis, des voix sur un ton élevé. Ni cri, ni scandale, mais une conversation manifestement peu pacifique. La clôture, la distance, le bruit de la cour du soir. Le voisin n'y a pas prêté attention. Allez savoir, un couple qui se dispute. Ce n'est pas rare dans le secteur résidentiel. Tout le monde entend tout et a pris l'habitude de ne pas intervenir. Il a fini ses brochettes, est rentré chez lui, s'est couché.
Et le lendemain matin, Lyudmila n'était plus là. La maison fermée, le silence, aucun mouvement. Le voisin ne s'est pas inquiété alors non plus. Peut-être qu'elle était partie quelque part. Mais ensuite, les proches sont apparus. Les questions ont commencé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il s'est souvenu. Le soir du 5, elle était chez elle. Et entre eux, il se passait quelque chose. Ce voisin deviendra un témoin clé dans toute l'affaire, mais son témoignage ne résonnera véritablement que 13 ans plus tard, dans des circonstances que personne ne pouvait prévoir. Lorsque l'enquête a commencé à travailler sur ce qui avait été trouvé dans l'étang, l'une des premières questions a été « Quote zéro ». Ce n'était ni une chaîne d'usine, ni une chaîne de construction, ni une chaîne provenant d'un magasin de bricolage. Par le type de maillon, par la longueur, par les traces caractéristiques d'usure, elle correspondait à une chaîne pour chien. La chaîne était simplement là dans la cour, accessible à quiconque la connaissait. Et la connaissait bien, en substance, une seule personne, en dehors de Lyudmila elle-même. L'enquête a tiré une conclusion. L'incident fatal s'est très probablement produit directement sur le territoire de la maison, dans la cour ou à l'intérieur. La chaîne a été enlevée de la niche, utilisée sur place, et ensuite, l'étang. Quelques minutes à pied à travers le secteur résidentiel. La nuit, dans un quartier sans caméra ni lampadaire, où après 22 heures les rues sont vides, cela pouvait se faire sans être remarqué. La logique des événements se mettait en place clairement. On comprenait où cela s'était produit. On comprenait avec quoi les restes avaient été enveloppés. On comprenait l'itinéraire. Restait la question principale. Qui? Et le suspect était évident. L'homme qu'on avait vu chez Lyudmila le soir du 5 juillet. L'homme qui avait accès à sa cour. L'homme dont elle avait peur. Peu de temps avant la disparition de Lyudmila, sa voiture avait brûlé. Pour une personne ordinaire, c'est un ennui sérieux. Pour un chauffeur de taxi, une catastrophe. C'était son unique source de revenus. Sans elle, Lyudmila ne pouvait pas sortir, ne pouvait pas gagner sa vie, ne pouvait pas payer ses factures ni subvenir à ses besoins. On n'a jamais établi qui avait mis le feu. La plainte a été enregistrée par la police, une vérification a été menée, mais l'enquête n'a rien donné. Ni témoin, ni caméra, ni indice. Dans une petite ville, ce genre de choses, généralement quelqu'un les voit. Mais dans ce cas, silence. Et voilà Lyudmila restée complètement sans soutien, sans mari. Il avait quitté ce monde 2 ans plus tôt. Sans travail à l'usine, touché par les suppressions de postes et maintenant sans voiture. À 60 ans, seule dans une maison individuelle à la périphérie de la ville. Mais elle ne s'est pas effondrée, elle ne s'est pas mise à attendre de l'aide, n'a pas demandé à ses fils. Au lieu de cela, elle a pris une décision, elle a contracté un crédit, environ 200 000 roubles. Le but était simple, acheter une nouvelle voiture et reprendre le taxi. À ce moment-là, cela ressemblait à l'acte d'une personne forte, une femme que la vie frappe encore et encore, se relève et agit. Mais cet argent jouera un rôle tout à fait différent dans cette histoire. 200 000 roubles, une somme avec laquelle, en 2012, on pouvait tout à fait acheter une voiture d'occasion et reprendre le travail. Lyudmila a contracté le crédit, a reçu l'argent en main. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle n'a finalement pas acheté de voiture. L'argent a disparu. Pas en partie, pas par petites sommes. La totalité de la somme s'est simplement évaporée. Où l'avait-elle mis? À qui l'avait-elle donné ou qui le lui avait-il pris? La réponse à cette question, dans le dossier de l'affaire à ce moment-là, n'existait pas. Les proches de Lyudmila diront plus tard qu'ils ne comprenaient pas où était passé l'argent. La voiture n'avait pas été achetée, il n'y avait pas eu de gros achats, ni de nouvelles dettes non plus. 200 000 comme tombés dans le vide. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Entre le moment où l'argent a disparu et le moment où Lyudmila elle-même a disparu, il s'est écoulé très peu de temps. Quelques semaines. D'abord la voiture incendiée, puis le crédit qui n'a servi à rien, et 4 jours plus tard, on la retrouve dans l'étang. Chacun de ces faits, pris séparément, pouvait ne rien signifier, mais ensemble, ils commençaient à composer un certain tableau. Et le premier vers qui les enquêteurs se sont tournés après la découverte, c'était Vassili. Les enquêteurs ont localisé Vassili rapidement. Il était la dernière personne avec qui Lyudmila avait été vue. Les voisins ont confirmé, le soir du 5 juillet, il était chez elle. Suspect logique, premier indice et le plus évident. Quand ils ont commencé à parler, Vassili s'est comporté de manière inattendue, avec assurance, calmement,
sans le moindre signe d'inquiétude. Sa version était courte et claire. « Nous nous sommes séparés, nous ne communiquons plus depuis longtemps, je ne sais pas où elle est. » Pas d'hésitation, pas de contradiction, pas de nervosité. Un homme soupçonné d'être impliqué dans la disparition d'une femme qu'il fréquentait répond comme si on l'interrogeait sur quelque chose de complètement étranger. Pour l'enquête, cela paraissait alarmant. Pour une personne dans une telle situation, ce n'est pas typique. Mais formellement, on ne pouvait rien lui reprocher. Nous nous sommes séparés, ça arrive. Nous ne communiquons pas, c'est son droit. Je ne sais pas où elle est et pourquoi devrais-je le savoir? Les enquêteurs ont consigné sa déposition et ont continué à travailler sur d'autres pistes. Vassili est rentré chez lui, dans sa famille, auprès de son épouse, dans son quotidien habituel. Et à ce moment-là, ni les enquêteurs ni les proches de Lyudmila ne pouvaient supposer que dans quelques jours, cet homme calme et sûr de lui ferait quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Les restes ont été identifiés grâce aux vêtements. L'expertise a confirmé, c'était Lyudmila Kourianova. Les funérailles ont eu lieu au cimetière de Seversky. Le cercueil était fermé. Faire ses adieux normalement, voir son visage, l'embrasser sur le front, rien de tout cela n'a pu avoir lieu. Le séjour dans l'eau n'avait pas laissé cette possibilité. Beaucoup de gens sont venus au cimetière, des gens de l'usine où Lyudmila avait autrefois travaillé. Presque tout le monde la connaissait. Anciens collègues, comptables, voisins, connaissances du taxi. Le petit Polevskoï enterrait l'une des siennes. Igor et son frère cadet se tenaient en silence près de la tombe. À côté d'eux, leur grand-père. Il avait déjà plus de 80 ans. Il se tenait debout, appuyé sur sa canne, regardait le cercueil fermé et pensait probablement qu'aucun parent ne devrait survivre à ses fils et à ses filles. Surtout pas comme ça. Sans visage, sans adieu, sans réponse à la question. Qui a fait ça? À ce moment-là, l'affaire avançait formellement. L'enquête travaillait, interrogeait, recueillait des preuves. Le principal suspect était en liberté. Vassili marchait dans les mêmes rues, conduisait dans la même ville, vivait dans la même maison. Et c'est dans ces jours-là qu'il dira aux enquêteurs ce qui devait mettre un point final. Les agents opérationnels ont continué à travailler avec Vassili. Ils l'ont convoqué pour des interrogatoires, ont posé les mêmes questions sous différents angles. Et à un moment donné, ce qu'ils attendaient s'est produit. Il a avoué. Il a dit « Oui, c'est moi ». Ce qu'il a précisément prononcé, quels détails il a donné, ce qu'il a décrit, n'est pas révélé dans les sources ouvertes. Mais le fait en lui-même a été enregistré. Le suspect a reconnu son implication dans ce qui était arrivé à Lyudmila. Pour l'enquête, c'était une percée. Pour la famille, la première lueur d'espoir que le système fonctionnerait, que le coupable répondrait, que la justice qu'ils attendaient depuis ce jour-là, devant le cercueil fermé, arriverait enfin. Les aveux d'un suspect, c'est, en règle générale, le début de la fin de l'enquête. Après cela viennent les vérifications, les expertises, le procès. Il semblait qu'il ne restait qu'à passer les étapes formelles et à aboutir au verdict. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter et dire une chose. Ce qui s'est passé ensuite a renversé toute cette histoire. Car Vassili avait droit à un appel téléphonique et il en a profité. Il n'a appelé ni ses proches, ni sa femme, ni ses amis. Il a appelé un avocat. Après sa conversation avec l'avocat, Vassili a tout compris. Il n'y avait pas de preuve directe le reliant à l'incident. Pas de caméra, pas de témoin du moment lui-même. Oui, la chaîne de la niche. Oui, il était chez elle le soir du 5. Oui, le voisin avait entendu une dispute, mais tout cela, ce sont des preuves indirectes. Aucune d'elles n'indique directement, de manière univoque et irréfutable, que c'est bien lui qui a fait cela. Et Vassili fait un virage à 180 degrés. Rétractation totale de toutes ses déclarations. Je n'ai rien dit, on a fait pression sur moi. On m'a forcé, je suis innocent. Tout ce qu'il avait dit aux enquêteurs 1 heure plus tôt a été rayé par une seule conversation avec l'avocat. Les aveux qui devaient devenir la base de l'accusation se sont transformés en rien. Sans preuve directe, l'affaire était suspendue. L'enquête s'est retrouvée dans une impasse, tout le monde comprenait qui avait fait cela. Le voisin l'avait vu près de la maison, la chaîne provenait de sa cour, le lien entre eux était évident. Et pourtant, juridiquement insuffisant. Formellement, rien à quoi se raccrocher. Vassili est sorti du bureau, est monté dans sa voiture, est parti, vers sa femme et sa vie habituelle, 13 ans.
L'enquête a continué à travailler, mais sans preuve directe, il n'y avait nulle part où avancer. Les proches de Lyudmila se sont adressés aux médias, demandant à des témoins oculaires, à n'importe qui, de se manifester. Ils publiaient ses photos, décrivaient les circonstances, donnaient des contacts. Personne n'a appelé, personne n'est venu. Pas un seul nouvel indice. L'affaire est progressivement passée aux archives. Un dossier avec un numéro sur une étagère. Et Vassili vivait. Il a pris sa retraite, a arrêté de conduire le taxi. Une famille, une épouse. On disait de lui une seule chose. Attentionné, soigné, tout pour la maison, tout pour la famille. Des petits-enfants sont apparus. Il s'en occupait, allait à la datcha, voyageait, vivait paisiblement. Une vie ordinaire de retraité dans une petite ville de l'Oural. Les voisins le saluaient, les connaissances lui souriaient. Pour son entourage, il était ce grand-père-là, tranquille, fiable, inoffensif, et à quelques pâtés de maison de chez lui, au cimetière de Seversky, se trouvait la tombe de Lyudmila. Et chaque année, Igor et son frère y venaient, apportèrent des fleurs. 13 ans de ce contraste, lui avec ses petits-enfants, eux avec la tombe. Et durant ces années, ceux qui attendaient justice le plus longtemps ont quitté ce monde. Le père de Lyudmila, le grand-père d'Igor et de son frère. Il n'a vu ni procès, ni accusation, ni même un seul pas en avant. Il s'était tenu devant le cercueil fermé et croyait très probablement que le système fonctionnerait, que le coupable serait trouvé. Les années passaient, rien ne changeait, et il est parti, sans avoir vu la justice. Celui qui faisait griller des brochettes le soir du 5 juillet et entendait des voix sur un ton élevé a lui aussi quitté ce monde. Les années font leur œuvre, surtout dans les petites villes où la médecine n'est pas toujours à proximité, car la distance jusqu'aux hôpitaux se mesure en heures. Mais avant de partir, il a fait une chose qui s'avérera décisive. Il a donné un témoignage, détaillé, consigné, enregistré par les enquêteurs. Ce qu'il a précisément raconté n'est pas communiqué dans les sources ouvertes. Le dossier avec un numéro, l'étagère aux archives, et il semblait que cela resterait ainsi pendant des décennies, simplement du papier que personne ne rouvrirait. Mais en 2025, à la commission d'enquête de la région de Sverdlovsk, la direction a changé et le nouveau responsable a décidé de lire ce qui se trouvait dans ces dossiers. En 2025, la direction de la région de Sverdlovsk a changé, le nouveau dirigeant étant probablement le général Bogdan Francisco. Et l'une de ses premières décisions a été de donner l'ordre de ressortir les affaires non résolues des années précédentes, de les réexaminer, de les réévaluer, de les vérifier à nouveau. Parmi les dizaines de dossiers aux archives se trouvait aussi le dossier de Lyudmila Kourianova, 2012, Polevskoï, étant de Seversky, découverte dans des chaînes. Les enquêteurs ont ouvert les documents qui n'avaient pas été touchés depuis des années, ont relu les procès-verbaux, les dépositions, les conclusions. Et parmi d'autres, ils ont trouvé ce témoignage du voisin, qu'il avait donné peu avant de quitter ce monde. Ce qu'il a raconté n'est toujours pas révélé. Mais la nouvelle équipe a vu dans ce témoignage ce que les autres n'avaient pas vu ou n'avaient pas pu utiliser. En 13 ans, beaucoup de choses avaient changé. Les technologies étaient allées loin en avant. Des méthodes d'expertise qui n'existaient tout simplement pas en 2012 sont devenues accessibles et routinières. Ce qui était alors impossible à prouver est devenu une question de temps et d'une seule analyse correctement ordonnée. Et l'enquête a ordonné cette analyse. Les restes ont été examinés à nouveau, comparés aux documents médicaux de Lyudmila, qui avaient été conservés dans les archives des hôpitaux et des dispensaires. Des analyses ADN ont été effectuées avec une technologie qui, en 2012, était bien moins précise et accessible. Tous les témoins encore en vie ont été à nouveau interrogés, collègues, parents, voisins. Ils ont rassemblé ce qu'ils ont pu trouver 13 ans plus tard. Ce que l'expertise a précisément montré n'est pas révélé. Cette information est fermée, et cela se comprend. L'affaire n'est pas encore arrivée au tribunal et une publicité prématurée pourrait nuire à l'accusation. Mais les résultats se sont avérés suffisants pour faire ce qui n'avait pas pu être fait 13 ans plus tôt. Vassili avait à ce moment-là 70 ans. À la retraite depuis longtemps, entouré de sa famille. Petits-enfants, datcha, télévision du soir, vie paisible. Et voilà que des gens en uniforme arrivent à sa porte avec un acte d'accusation. Pendant 13 ans, il avait vécu comme si rien ne s'était passé.
et voilà que ses 13 ans touchaient à leur fin. Vassili a été conduit au tribunal pour la détermination de la mesure préventive. Et là, le spectacle a commencé. Un homme de 70 ans, qui hier encore se promenait avec ses petits-enfants et bêchait à la datcha, s'est soudain agrippé le cœur. Il se sent mal. Il ne peut pas tenir debout. Exige une assistance médicale. Le tribunal a évalué son état et a pris la décision de ne pas l'incarcérer. Il a été libéré sous engagement de ne pas quitter le territoire. Ses proches, son épouse, ses fils ont pris sa défense. Devant les caméras des journalistes, il disait une seule chose. Un homme au cœur d'or, tout pour la famille, tout pour la maison, il est incapable de cela. Et de l'autre côté de la salle était assis Igor, le fils aîné qui attendait ce moment depuis 13 ans. Il était venu avec un seul but, regarder Vassili dans les yeux. Mais Vassili détournait le regard. Pas une seule fois durant toute l'audience il n'a regardé dans sa direction, n'a tourné la tête, n'a levé les yeux. Il n'a pas reconnu sa culpabilité. Sa position est la même qu'il y a 13 ans. Nous ne savons rien de tout cela. Actuellement, il prend connaissance du dossier. Après cela, le procureur signera l'acte d'accusation et l'affaire arrivera enfin au tribunal de Polevskoïe. Il a détourné le regard parce qu'il savait. Et maintenant, passons à la question principale qui planait sur cette histoire depuis le premier bloc. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé un grand-père retraité de 70 ans à s'en prendre à une femme qu'il fréquentait? Si l'on rassemble tout ce que nous avons appris, le tableau commence à se composer. Premièrement, l'argent. Celui que Lyudmila avait emprunté et qui avait disparu sans laisser de traces. On peut supposer que Vassili y était directement lié. Il l'a pris, soutiré, approprié. Deuxièmement, la peur. Lyudmila connaissait son passé, son casier judiciaire. Elle était la seule personne qui pouvait détruire sa vie familiale, le raconter à son épouse, à ses fils. Troisièmement, le contrôle. La voiture incendiée n'était probablement pas un hasard. C'était très probablement un moyen de la priver de son indépendance, de l'attacher à lui. Elle a pris un crédit et comptait reprendre le taxi, et est devenue encore plus dangereuse. Elle en savait trop et en même temps ne dépendait plus de lui. La soirée du 5 juillet, la dispute qu'a entendue le voisin, est probablement devenue le point final. L'argent, la peur d'être démasqué, la perte de contrôle, tout a convergé en une seule soirée. Il risque jusqu'à 15 ans. L'affaire qui s'est tue pendant 13 ans va enfin parler au tribunal. Écrivez ce que vous pensez de cette histoire. Mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. En octobre 2016, Robbie et Jennifer Tower achetèrent 2 billets pour l'Ukraine, et à ce moment-là, tous deux étaient absolument convaincus qu'ils partaient chercher celui qui allait devenir un membre de leur famille. Ils le ramenèrent en Floride, dans leur maison de Northport, et pendant un certain temps, tout se passa exactement comme ils l'avaient imaginé. Mais quelques années plus tard, celui pour qui ils avaient traversé l'océan allait verrouiller la porte de leur propre maison et devenir le cœur d'une affaire criminelle. Northport est une petite ville du comté de Sarasota, en Floride. Des maisons individuelles, des rues larges, des voisins qui se connaissent par leur prénom. Robbie et Jennifer y vivaient depuis plusieurs années. Tous deux travaillaient comme agents immobiliers. Tous deux étaient profondément croyants et participaient régulièrement à des voyages missionnaires. Ils avaient parcouru de nombreux pays. Les journalistes les décrivent brièvement comme 2 personnes véritablement bonnes et attentionnées. Leur famille était longtemps restée à 2, pas par choix, simplement ainsi. Et puis, à un moment donné, ils prirent la décision d'adopter pas un nourrisson, pas un enfant en bas âge, mais un adolescent. Et pas via le système local de tutelle, mais depuis l'Ukraine, d'où peu de gens reviennent avec un tel objectif. Durant la saison de Noël de cette même année 2016, Jennifer publia un message sur Facebook. Ils ramenèrent leur fils, il avait 14 ans. Personne dans leur entourage ne remit cette décision en question. Warren Rines dira plus tard qu'ils avaient utilisé leur vie pour faire le bien. Or, ce n'était pas une idée impulsive. Le couple cherchait délibérément celui qui avait le plus besoin d'une famille, un adolescent d'orphelinat, de l'autre côté de l'océan, où presque personne ne se rend avec un tel objectif. Qui était cette personne? La réponse à cette question prendra plusieurs années, et 9 ans plus tard, elle sera lue à voix haute dans une salle d'audience. Lors de l'interrogatoire, Dima se décrivit en une seule phrase « Nobody coming from nowhere ».
personne, venant de nulle part. Et si l'on décompose son histoire par les faits, cette phrase ne se révèle être ni une posture ni une tentative d'apitoyer, mais une description exacte de ce qu'il a traversé quand il avait environ 6 ans. Au tribunal, il dira qu'il ne se souvient pas exactement, comme cela arrive quand on perd quelqu'un trop tôt et trop loin de quelque chose qu'on aurait pu appeler une vie normale. Après cela, le frère aîné puis l'oncle, il n'est resté chez aucun d'eux plus de quelques mois. Le père biologique, selon son avocat, ne voulait simplement pas s'en occuper, ce qui signifie qu'au final, il ne restait qu'une seule voie, l'orphelinat. Warren Rhines, qui verra plus tard Dima déjà en Floride, dira qu'il avait des ecchymoses. Quand on l'emmena pour la première fois manger dans un café, il prit 6 saucisses parce qu'il n'était pas sûr qu'il y en aurait d'autres. Ces établissements sont comme une prison, dira Rin. En 2015, la guerre éclata dans l'est de l'Ukraine et le gouvernement commença à évacuer les pensionnaires des établissements de Lugansk vers des régions plus sûres du pays. Et voilà qu'apparaissent les Towers, des missionnaires de Floride qui, à cette époque, s'étaient déjà rendus plusieurs fois en Ukraine. Selon les documents du dossier, il l'avait rencontré dès 2013 et en 2015, il emménagea chez eux. En 2016, l'adoption fut officialisée. Il ne parlait pas anglais et le pays où il avait grandi était déjà déchiré à ce moment-là. Les Towers lui donnèrent un foyer à Northport, une école, leur nom de famille. Tout se passait bien, allons fêter ça au restaurant. Jennifer cuisinait du bortsch pour le déjeuner scolaire et l'apportait comme un plat du pays d'où il venait. C'est ce qui était visible de l'extérieur, mais ce qui se passait à l'intérieur ne deviendra clair que bien plus tard. Jusqu'à ce moment, tout ce qui se passait dans la maison de Mallicott Road restait à l'intérieur de la famille. Mais en décembre 2018, 2 ans après l'adoption officielle, la police de Northport se rendit pour la première fois à cette adresse. À ce moment-là, Dima avait déjà abandonné l'école, sans avoir terminé sa seconde. Il avait appris l'anglais, mais ne s'était pas attardé en classe. Le 8 décembre, Jennifer rapporta aux officiers que Dima l'avait poussée quand elle était entrée dans sa chambre. Dima le nia. Selon les données, Robbie demanda lors de la même intervention qu'il soit envoyé pour une évaluation psychiatrique forcée, mais les officiers refusèrent. La situation, selon eux, n'était pas suffisamment grave. Personne ne fut arrêté. L'affaire fut classée. Tout fut résolu. C'était le premier appel, pas le dernier. En avril 2019, déjà 2 appels en une seule nuit. Dima quitte la maison à vélo, furieux contre son assignation à résidence. On le retrouve, on le ramène. Il repart, on le ramène à nouveau. En juillet de la même année, il est interpellé près de l'école. Il a sur lui un pistolet à air comprimé. Son explication, il voulait tirer sur des petits soldats en plastique qu'il avait dans sa poche, et Warren Rhines décrira plus tard brièvement le Dima de ces années-là. Il s'intéressait à la boxe, mais ne voulait pas boxer. Il voulait frapper. Il voulait causer de la douleur. Une camarade de classe, qui accorda un entretien à une chaîne locale, le visage flouté, raconta essentiellement la même chose. Il cherchait la bagarre. À l'extérieur, c'était toujours la famille avec son histoire Facebook, son bortsch et son mini-golf. À l'intérieur, des rapports de police qui commençaient déjà à s'accumuler dans les archives. Or, les Towers ne renoncèrent pas, ne rompirent pas l'adoption, ne le rendirent pas au système. Pourquoi? Cette question deviendra vraiment importante un peu plus tard. Pour l'instant, l'important est autre chose. Fin 2019, le compteur des appels à la police se chiffrait déjà en plusieurs épisodes, et l'un d'eux allait changer l'atmosphère de la maison de manière irréversible. En octobre 2019, Robert Tower appela la police et demanda qu'on retire Dima de la maison, l'appel d'un parent désemparé qui ne sait pas comment gérer un adolescent. Le rapport consigne quelque chose de concret. Dima est physiquement et verbalement agressif. Mais à part cela, un détail qui détonne par rapport à tout le reste. Robbie informe les officiers que chaque nuit, il verrouille la porte de sa chambre de l'intérieur parce qu'il a peur de celui qu'il a lui-même ramené à travers l'océan. Ce n'est plus de l'inquiétude ni de la fatigue parentale, c'est une décision concrète, prise dans une situation concrète. Dormir derrière un verrou, parce que la personne de l'autre côté inspire la peur. Et pourtant, Robbie Tower n'est pas un homme faible. Ses voisins l'appelaient le maire officieux de la rue. C'est lui qui a cherché cet adolescent, qui a rempli les documents et qui est allé le chercher en personne.
Et maintenant, il s'enferme dans sa chambre. L'officier essaie de parler à Dima, ce dernier ne répond pas. Ce qui s'est exactement passé entre eux avant cet appel n'est pas consigné dans les documents. Très probablement, il y a eu un incident concret qui a été le point final. Et pas un seul. Comme le mentionnera plus tard Warren Rhines, un jour Dima a laissé Robbie avec un œil au beurre noir, et c'est précisément à ce moment-là qu'on l'a envoyé temporairement vivre chez des proches de Jennifer. Chronologiquement, cela s'inscrit justement dans cette période, mais même après cela, les Towers ne l'abandonnèrent pas. Robbie insista pour qu'il revienne. Ils lui ont tout pardonné, dira Rhines. La peur n'avait pas disparu, et le fait qu'elle soit apparue faisait partie du tableau que Dima voyait chaque jour de l'intérieur de la maison. Entre 2020 et 2023, Dima a quitté la maison et est revenu à plusieurs reprises. Le schéma se répétait, et chaque fois les Towers le reprenaient. Selon les témoignages des proches et amis au procès, durant cette période, le couple dépensait ses économies et contractait des crédits. Ils lui ont donné une voiture, la citoyenneté. Ils continuaient littéralement à payer pour lui. Warren Rhines a formulé cela ainsi. Il lui achetait tout ce qu'il voulait ou ce dont il avait besoin. Et il a ajouté séparément en parlant de Robbie. Voilà à quel point il l'aimait. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter, parce que l'homme qui dormait derrière une porte verrouillée est le même homme qui ensuite insistait pour le retour de Dima, prenait des crédits et qui, selon ses proches, continuait à croire que tout pouvait encore être réparé. On décrivait le couple comme des gens pour qui Dima était la seule chance de devenir parents. Ils n'ont jamais eu d'enfants à eux. Il était celui pour qui ils revenaient encore, et ils étaient, comme le diront plus tard les témoins, pleins de détermination. Saisir cette chance coûte que coûte. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à de l'obstination ou de la foi, plutôt aux deux. Dima, pendant ce temps, vivait dans une maison où on l'aimait et où on le craignait. Ce qu'il pensait de cela, il ne le disait pas à voix haute. Le 31 août 2023, il rentra à la maison le soir. Selon la procureure Liana Whipple, en se fondant principalement sur ses propres déclarations à l'enquêteur, il alla dans sa chambre et commença à boire seul. Il n'alluma pas la télévision et ne se coucha pas. Il était assis et réfléchissait. Lors de l'interrogatoire, il dira au détective que la pensée de ce qu'il allait faire lui est venue 2 fois, une la nuit, une deuxième fois. Et il est important de comprendre une chose ici, ce n'est pas un éclair ni une crise. Entre la pensée et l'acte, il y a eu du temps. Il était assis dans sa chambre et cette pensée ne le quittait pas pendant qu'il buvait, qu'il restait assis dans le silence, pendant que les Towers dormaient derrière le mur. Elle restait simplement avec lui. À un moment donné, il se leva, sortit de sa chambre et alla à la cuisine. Dans le porte-couteau se trouvaient les couteaux de cuisine. Il prit un couteau à steak et retourna en direction de la chambre. Cette fois-ci, la porte n'était pas verrouillée de l'intérieur. Lors de l'interrogatoire, il dit seulement de manière intelligible « Il s'est passé beaucoup de choses ». Et il ajouta « Vous êtes juste des Américains, vous ne comprendrez pas ». Or, c'est probablement là sa réponse, pas une dérobade, mais bien une réponse. Quelque chose s'était accumulé pendant des années, et cette nuit-là avait franchi le point après lequel il n'essayait plus de s'arrêter. Il marchait dans le couloir sombre, un couteau à la main. Robbie dormait. Dima entra dans la chambre obscure et frappa en premier au cou. Robbie n'eut pas le temps de réagir, et ensuite, les coups ne cessèrent plus. Le médecin légiste du comté de Sarasota, Russell Vega, établira ensuite 68 plaies tranchantes, le visage, le dos, le cou, la nuque, le flanc, l'épaule, le bras. La cause fut la perte de sang due aux plaies du cou et des grandes artères. À un moment donné, le premier couteau fut perdu, apparemment coincé ou tombé des mains. Dima sortit de la chambre, retourna à la cuisine, prit un deuxième couteau et repartit. Jennifer se réveilla, comprit ce qui se passait et tenta de protéger son mari. C'est consigné dans les documents. Puis elle comprit qu'elle ne pouvait pas et s'enfuit. Elle sortit de la maison pieds nus, en tenue de nuit, vers la maison voisine. Elle frappa à la porte, cria. Et Dima ne resta pas dans la chambre, ne se cacha pas, ne paniqua pas. Il sortit à sa suite. Ce qui s'est exactement passé pendant ces secondes entre sa sortie de la maison et ce qui arriva ensuite n'est pas reconstitué minute par minute dans les témoignages. Mais la direction du mouvement est connue. Il la suivait. Or, 68 coups sur une personne endormie, ce n'est pas des secondes, c'est un temps pendant lequel on aurait pu s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Et quand Jennifer s'est enfuie de la maison, il ne s'est pas arrêté non plus.
La voisine Jonah Walton entendit frapper à la porte et ensuite une voix « J'ai besoin d'aide ». Walton composa le 911. La répartitrice lui dit de ne pas ouvrir, d'attendre la police. Quand elle finit par regarder, sur le pas de la porte, il y avait du sang. Jennifer n'y était plus. Selon son propre témoignage au procès, il l'obligea à retourner dans la maison. Comment cela s'est exactement passé, à quel endroit il l'a rattrapée, n'est pas reconstitué dans les documents, mais le résultat est consigné. Elle s'est retrouvée à l'intérieur. Il l'assit sur le canapé et commença à lui raconter ce qu'il avait fait à Robbie. Et cela, ce n'est plus de la rage au sens habituel, car la rage, c'est quand tu ne penses pas. Et ici, un homme qui vient de commettre un acte, qui a rattrapé une femme qui s'enfuyait, l'a ramenée, l'a fait asseoir et a commencé à parler. Quoi? Il ne l'a pas expliqué. Ce qu'il disait exactement n'est pas conservé dans les documents du dossier. Ce qu'elle répondait non plus. Et ce vide dans les procès-verbaux se ressent plus vivement que tous les détails. Puis 79 coups. Le médecin légiste Vega consignera des blessures au visage et au cou. 38 d'entre elles précisément dans ces zones. Jennifer était allongée face contre terre. La police était déjà en route suite à l'appel de Walton. Avant leur arrivée, il ne restait que quelques minutes. La police de Northport arriva sur appel au 911 un peu avant minuit. Dans la maison de Mallicott Road, Robbie et Jennifer Tower, tous deux face contre terre, tête contre tête. Sur le tapis du salon, du sang, des traces sur les murs près du lit de Robbie, sur le canapé, dans la cuisine, dans le couloir, sur la face intérieure de la porte d'entrée. Le médecin légiste Vega comptera au total pas moins de 140 coups pour les deux victimes. Un couteau, et puis le second, celui avec lequel ces coups avaient été portés, avec l'ADN de Dima sur le manche et des traces sur la lame, avait été lavé et remis dans le porte-couteau de la cuisine. Or, ce détail détruit définitivement toute version d'une impulsion ou d'un trouble passager. Une personne en état d'affect ne s'arrête pas pour laver un couteau, ne le remet pas à sa place, ne pense pas au porte-couteau. C'est l'action d'une personne qui se contrôle et qui pense déjà à ce qui va se passer ensuite. Quand les officiers sortirent dans la rue, ils virent Dima. Il se tenait près de sa Chevrolet Sonic noire de 2012 et chargeait des affaires dans le coffre. Du sang sur la tête et les épaules, les mêmes vêtements que lors de l'attaque. Les officiers ordonnèrent de s'arrêter. Dima monta dans la voiture et partit. L'officier Tyler Rogokas enregistrera sur la caméra embarquée. Dima ignore les ordres, prend Toledo Blade Boulevard à contresens. Il fait demi-tour et part vers le nord sur la I-75. Le bureau du shérif du comté de Sarasota déploie des herses au point kilométrique 192. Dans une zone non incorporée près de Venice, la voiture s'arrête, Dima l'abandonne et s'enfuit à pied dans la forêt. Ensuite, 8 heures. Aux recherches participèrent la police de Venice, le bureau du shérif du comté de Sarasota et la patrouille routière de Floride. Ils ratissèrent le massif forestier dans la zone de l'I-75 et de Laurel Road. La nuit, août, la Floride, l'humidité, l'obscurité, les sous-bois denses. Dima y passa tout ce temps. Le 1er septembre 2023, à 7h30 du matin, la police de Venice l'arrêta à une station-service à Nokomis. Les mêmes vêtements, le même sang déjà séché. Il n'a pas essayé de s'enfuir plus loin, il se tenait simplement à la station-service. Or, 8 heures dans la forêt, ce n'est pas de la panique, ni une fuite vers nulle part. C'est le choix de ne pas se rendre immédiatement. Ce qu'il a fait pendant tout ce temps dans l'obscurité, seul, est inconnu. Mais au matin, il est sorti de lui-même. Pas vers la police, juste là où on l'a trouvé. On l'emmena pour l'interrogatoire. Les détectives voulaient savoir une chose. Pourquoi? Le commissariat de police de Venice. Dima est assis face aux détectives. Les mêmes vêtements, le même sang. L'enregistrement de cet interrogatoire sera ensuite montré dans son intégralité au procès. Les détectives demandent « Que s'est-il passé cette nuit-là » Un seul mot. La rage. Ensuite, par bribes. Il ne construit pas d'explication, ne donne pas de version. Il parle par morceaux, comme quelqu'un que cela n'intéresse pas d'être compris. « J'aurais mieux fait de rester en Ukraine. » Et puis une phrase qui ne s'inscrit dans aucune de ces bribes. « Je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai été mal élevé. Je n'écoutais pas et je faisais ce qu'il ne fallait pas faire. » Il reconnaît ce qu'il a fait directement, sans négociation, sans tenter de mentir. On l'interroge sur le plan. Il n'y avait pas de plan,
J'étais temporairement aliéné. Mais une réplique de cet interrogatoire résonnera particulièrement lourdement dans la salle d'audience. Pas la rage, ni le « vous ne comprendrez pas ». Une autre, presque chuchotée, presque comme en passant. Ils ne m'ont rien fait. Ni justification, ni tentative de se décharger de la culpabilité. Juste un constat qui n'explique rien et qui dit en même temps quelque chose qu'il n'a jamais nommé à voix haute. Dans les documents du dossier. Et en novembre 2025, on le lui demandera déjà dans la salle. Novembre 2025, Sarasota, salle d'audience. L'avocat de la défense Mark Gilman se lève devant les jurés et commence d'emblée, sans essayer de prouver qu'il n'a pas commis cela. Il l'a commis. Ce n'est pas là la question. La question est de savoir s'il s'agissait d'un acte prémédité au premier degré ou non prémédité. Gilman demande un verdict sans intention et construit là-dessus toute sa ligne de défense. Son argument, Dima a été abandonné par ses parents biologiques qui ne voulaient pas s'en occuper. Il a survécu à la perte de sa mère à l'âge le plus précoce, est passé par plusieurs proches, dont aucun ne l'a gardé chez lui, s'est retrouvé dans un orphelinat en zone de guerre, est arrivé adolescent dans un pays étranger chez des inconnus. Et cela, selon Gilman, ce n'est pas simplement une biographie, c'est un traumatisme accumulé qui déforme une personne avant même qu'elle ne devienne adulte. Gilman ne dit pas que les Towers étaient de mauvaises personnes. Il dit autre chose. Dima était quelqu'un à qui on avait infligé trop de blessures avant qu'il n'arrive chez eux. Et eux ne savaient pas comment gérer cela. Et lui-même ne savait pas comment vivre avec. Pendant que Gilman parle, Dima dans la salle se couvre le visage de ses mains. Puis il commence à pleurer fort, à tel point que le juge Krug interrompt l'audience. C'est la première fois depuis le début du procès qu'il a l'air différent, ni fermé, ni agressif, ni indifférent. L'accusation ne conteste pas les faits biographiques, elle conteste la conclusion, et elle a 2 couteaux de cuisine, l'itinéraire des traces dans toute la maison et le couteau remis dans son support. L'accusation construisait l'affaire non pas sur la biographie, mais sur la séquence des actions. L'experte ADN Charlene Webster monta à la barre avec des données concrètes. Ensuite, l'itinéraire. Les traces dans la maison reconstituent le tableau du déplacement. La chambre, la cuisine, où Dima est allé chercher un second couteau, à nouveau la chambre, puis le couloir, la porte d'entrée, la rue, la poursuite de Jennifer, le retour, le canapé. Tout cela est consigné non pas par des mots, mais par des traces physiques sur le canapé, dans la cuisine, sur la face intérieure de la porte. La procureure Whipple le formule durement. Il a pris une série de décisions conscientes et successives déjà après que tout ait été fait. Il est sorti, a lavé le couteau, l'a remis dans son support, a commencé à charger des affaires dans la voiture. Or, une personne en état de trouble passager n'agit pas ainsi, ni dans l'ordre, ni méthodiquement. Ensuite, la famille et les connaissances des Towers. Plusieurs personnes disent à peu près la même chose. Il ne savait pas accepter l'autorité, ne savait pas accepter les conséquences de ses propres actes. Et cela sonne comme une explication, simple, compréhensible, tenant en une seule phrase. Quelqu'un qui ne pouvait simplement pas vivre selon les règles des autres. Mais les chiffres ne collent pas. 140 coups, ce n'est pas une révolte contre l'autorité. Ce n'est pas une démonstration. Le rejet des règles n'explique pas une telle ampleur. Et cela n'explique pas le canapé. Dima écoutait tout cela en silence, puis prit la décision de témoigner lui-même contre le conseil direct de Gilman. Le 13 novembre 2025, Dima monta à la barre. Gilman ne le voulait pas, trop imprévisible, enclin au conflit. Mais il insista. D'abord, les questions directes de l'avocat de la défense. Dima parle de lui-même. Lugansk, sa mère, l'orphelinat, la guerre, la Floride. Il parle environ 50 minutes, puis la parole est prise par la procureure Karen Frivlik. Vous avez pris un couteau tranchant et êtes entré dans la chambre. Dans l'obscurité, je ne pensais à rien. À quoi peut-on penser là-bas? Ensuite, sous la pression, il dit davantage « Les Towers ne savaient pas comment se comporter avec une personne ayant son passé. Il leur a lui-même rendu la vie un enfer, son propre mot. Il détestait sa vie en Amérique. Puis directement, sans hésitation, ces gens n'étaient pas mes vrais parents. Vous avez décidé de faire cela avant d'entrer ?» demande Frievelik. « Oui. » Puis il parle à nouveau de troubles passagers à plusieurs reprises. Le juge l'arrête. Une telle ligne de défense n'a pas été juridiquement déclarée ni étayée par des experts.
Dima continue à discuter avec la procureure, avec le juge, avec le cours même de l'interrogatoire. Et la salle voit un homme qui, simultanément, reconnaît ce qu'il a fait et refuse toute version qui pourrait l'expliquer. Il s'est passé beaucoup de choses entre nous trois. Jennifer sur le canapé, vous n'écoutez pas. Je réponds à votre question. Il s'énerve, ne se repent pas. Et c'est précisément dans ce témoignage, presque en passant, entre une réplique et une autre, qu'il prononce une phrase, silencieuse, fortuite, qui change tout. Parmi tout ce que Dima a dit, il y avait un détail, presque en passant. Jennifer, à un moment donné, lui aurait dit que Robbie, au départ, ne voulait pas du tout adopter, comme un fait qu'il a simplement accepté et gardé en lui. Quand exactement cette conversation a eu lieu est inconnu, où elle s'est déroulée également. Dans les documents du dossier, seules ces paroles sont consignées, mais maintenant toute la chronologie commence à apparaître différemment. La porte verrouillée de la chambre, l'appel à la police pour demander de retirer Dima de la maison, les paroles que Robbie disait aux voisins selon lesquelles l'adoption avait détruit son mariage, tout cela était déjà connu du tribunal, mais maintenant s'y ajoutait une chose. Ce rejet initial, Robbie le savait de Jennifer, de celle qui, selon tous les témoignages, l'aimait plus fort. L'accusation ne construit pas un argument séparé là-dessus, sa position est déjà formée par les preuves. Mais le tribunal enregistre ce moment du témoignage. La version de l'incapacité à accepter les règles explique le conflit, mais n'explique pas pourquoi précisément ces deux personnes et avec une telle rage. Très probablement, Jennifer a simplement été honnête avec lui, sans penser à ce que ces mots signifient pour quelqu'un avec un tel passé de rejet. Mais c'est précisément à travers son honnêteté que Dima a obtenu cette confirmation à laquelle, probablement, il avait toujours cru. Les jurés se retirent pour délibérer. Ils sont revenus en moins de 2 heures, coupables sur les 2 chefs au premier degré, pour la fuite devant la police, à l'unanimité. Gilman a perdu exactement comme il l'avait prédit. La comparution de Dima à la barre a anéanti tous les restes de doute raisonnables. La préméditation, par une réponse directe à la question. Immédiatement après le verdict, les déclarations de la famille, l'une après l'autre. Les proches des Tower parlent dans la salle sans regarder Dima, ou en le regardant droit dans les yeux. « Tu as fait cela parce que tu ne sais pas accepter les règles et les conséquences », dit l'un des proches. Le grand-père de Robbie du côté paternel, Philip Tower, le formule différemment. Il dit que Robbie et Jennifer ont essayé de faire de Dima un Tower. Il se verra attribuer un numéro à la place d'un nom. Et la seule chose que Philip veut de l'homme qui portait autrefois son nom, c'est que Dima y renonce. Puis la parole est donnée à Dima. Le juge Krug avertit « Ne dis rien qui offense la mémoire des défunts ». Dima hoche la tête et commence. « Nos sentiments couvrent notre intellect », dit-il en ouverture. Ensuite, que les témoignages des témoins étaient irrationnels, qu'à ce moment-là, il avait perdu la raison. Il dérive vers la mauvaise éducation de la famille adoptive. Le juge Krug l'arrête. Dima crie « Et la vérité dans tout ça ?» Krug le regarde et prononce ce qui sera ensuite repris dans les gros titres. « Tu sembles être un esprit maléfique, 2 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée, à purger consécutivement. Plus 5 ans pour la poursuite, à purger parallèlement à la seconde peine. Les escortes l'emmènent. La salle se vide. Au procès, presque en passant, c'est l'unique détail dans toute l'affaire à travers lequel le reste commence à s'assembler en une seule ligne. Chacun des faits déjà connus du tribunal est, séparément, explicable. Une réaction à des incidents réels, une tentative d'obtenir de l'aide, la fatigue d'une personne dans une situation difficile, tout cela est vrai. Mais pour Dima, c'était probablement non pas la somme de faits séparés, c'était la confirmation d'une seule et même chose. De ce en quoi il croyait peut-être déjà depuis ses 6 ans, ce n'est pas un endroit où on l'attend. Or, la rage est réelle, ce n'est pas une version ni une reconstruction, il l'a lui-même nommée. Mais la rage est la conséquence du fait qu'à chaque fois qu'il pensait avoir trouvé un endroit, l'homme recevait un signal qu'on ne voulait pas de lui là-bas. Une note accumulée qui se présente non pas quand quelque chose se passe, mais quand quelque chose à l'intérieur cesse de tenir. Les circonstances exactes de cette conversation avec Jennifer ne figurent pas dans les documents. Quand exactement, c'est inconnu. Il n'y a que le témoignage de Dima, et la suite est une reconstruction fondée sur tout ce que le tribunal a entendu en 3 jours. Et reste une dernière question, celle qui rend cette histoire véritablement insoutenable.
Lors de l'interrogatoire à Venise, encore avant le procès, Dima a dit de lui-même 3 mots. Nobody coming from nowhere. Personne venant de nulle part. À l'époque, cela ressemblait à une autodescription. Maintenant, à un verdict qu'il s'est rendu à lui-même avant que le juge Krug ne le fasse. C'est précisément cela que les Tower essayèrent de changer. Pas le corriger, pas le rééduquer, faire en sorte qu'il cesse d'être personne. Maintenant, en prison, il a un numéro. Dima est littéralement devenu ce dont il parlait. Personne venant de nulle part. Seulement maintenant, ce n'est plus une auto-perception, mais un fait. Et voilà l'ironie qu'il est impossible de contourner. Jennifer l'aimait plus fort que Robbie, selon tous les témoignages. C'est précisément elle qui, sans penser aux conséquences, lui a dit la vérité sur le fait que Robbie ne voulait pas de l'adoption. Or, cette honnêteté, réfractée à travers des années de rejet et de portes verrouillées, est devenue une partie de ce que Dima a apporté dans cette chambre, dirigée également contre elle. Les Tower ont perdu la vie en essayant de faire de lui quelqu'un, et lui est resté celui qu'il s'est toujours considéré être. Seulement maintenant, c'est pour toujours. Mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Le 19 janvier 2026, des policiers sont descendus dans la cave d'une maison privée à Helsinki et y ont découvert un homme qui avait passé environ 20 ans dans cette pièce sans fenêtre. Ni lumière, ni issue normale vers l'extérieur. Et pour comprendre pourquoi cette affaire a provoqué un tel retentissement, il faut d'abord comprendre où exactement cela s'est produit. Déclassement, la qualité de vie, la sécurité, la confiance envers l'État. Ici, ce ne sont pas de simples mots, mais un système qui fonctionne réellement. Kela, l'agence publique d'assurance sociale, couvre chaque habitant du pays. Les retraites, la santé, le logement, tout est lié en une seule chaîne. Un retraité sur 3 reçoit la pension nationale et le minimum garanti s'élève à environ 990 € par mois. Une personne de plus de 65 ans ne peut pas, ici, tout simplement prendre et disparaître. Le système est conçu pour voir chacun. Et c'est précisément pour cela que le signalement n'est pas venu des voisins ni d'un appel anonyme. Cependant, une administration publique a transmis l'information à une autre par les canaux internes. Il s'agissait d'une maison privée dans la partie nord de la ville, un quartier résidentiel ordinaire, rien qui n'aurait sauté aux yeux de l'extérieur. Les policiers se sont rendus sur place pour vérifier, sont entrés à l'intérieur et sont descendus. Et c'est à partir de ce moment que commence une histoire qui va amener tout le pays à se demander comment une telle chose a pu se produire ici. Du béton, de l'humidité et le silence. Pas une seule fenêtre, pas de toilette, pas de douche, pas de lavabo, pas de cuisinière, pas même un endroit où réchauffer un repas. Et dans cette pièce se trouvait un homme d'environ 80 ans. Son état était grave, il se déplaçait avec beaucoup de difficultés et avait besoin non pas d'un examen ni d'une consultation, mais d'une aide immédiate. Les policiers ont aussitôt appelé les secours. L'homme a été remonté avec précaution et confié aux services sociaux et médicaux. Comme la police d'Helsinki l'a annoncé plus tard, après lui avoir porté assistance, son état a pu être stabilisé et il s'est progressivement rétabli. Comme s'il avait passé dans cette pièce non pas des jours ni des semaines, mais beaucoup plus longtemps. Et voilà ce qui est encore important. De l'extérieur, cette villa ne suscitait absolument aucune question. Une maison privée ordinaire dans un quartier résidentiel. Des voisins des deux côtés. Aucune odeur suspecte, aucun bruit. Pas une seule plainte pendant tout ce temps. Aucun riverain n'avait remarqué quoi que ce soit d'étrange. Tout paraissait absolument normal. Jusqu'au moment où ils sont descendus. Et ensuite, l'enquête s'est trouvée face à une question dont dépendait tout le déroulement du dossier. Combien de temps exactement cet homme avait-il passé dans cette cave, sans lumière, sans air, sans les conditions élémentaires pour vivre? Les données préliminaires de l'enquête ont donné un premier chiffre, et ce n'était ni des semaines, ni des mois, environ 20 ans. Cet homme avait passé dans cette cave près de 2 décennies. L'inspecteur Jari Koivulainen. Dans ses déclarations à la presse, il a qualifié les faits de cas exceptionnels, même selon les standards de la police finlandaise, qui n'avait tout simplement jamais été confrontée à pareille situation. 20 ans dans une pièce totalement inadaptée à la vie. Et tout cela dans un pays où l'État est légalement tenu de savoir où se trouve et comment vit chaque personne âgée.
et ensuite s'est produit ce à quoi on pouvait s'attendre. La police d'Helsinki a ouvert un dossier non pas pour mauvais traitement, ni pour négligence, mais bien pour traite d'êtres humains. La formulation était dure et concrète, exploitation d'une situation de dépendance, maintien dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine et, très probablement, profit financier pour les personnes proches de la victime. L'enquête a immédiatement indiqué la direction. Quelqu'un s'était servi de cet homme, ne l'avait pas oublié par hasard, ne s'était pas simplement abstenu de lui venir en aide. Quelqu'un l'avait utilisé de manière systématique pendant des années. Et c'est à partir de ce moment que l'enquête a été confrontée à la question principale. Qui vivait exactement dans cette maison au-dessus pendant que lui restait en bas? La police a interpellé 3 personnes, 2 hommes et une femme, tous âgés d'environ 60 ans, tous habitants d'Helsinki. Selon l'enquête, il s'agissait d'un couple et de leurs proches. Entre eux, une famille, mais aucun lien de parenté avec l'homme de la cave. La villa où il a été retrouvé appartenait à l'un des hommes interpellés. Et voici ce qui est intéressant. Tous les 4 étaient enregistrés à cette adresse. Sur le papier, tout paraissait normal. 4 personnes vivant sous le même toit, une adresse, un enregistrement. Personne ne se posait de questions. Mais l'enquête a rapidement établi un détail qui changeait sérieusement la donne. Les suspects ne vivaient pas dans cette maison en permanence. Ils allaient et venaient. Ils y passaient, mais n'y restèrent pas. Ce qu'ils faisaient exactement lors de leur visite et à quelle fréquence ils s'y rendaient restait à déterminer. Mais le fait demeurait. En haut, c'était vide, et en bas se trouvait un homme qui ne sortait nulle part. Lors de leur interpellation, selon Koivulenen, les 3 suspects se sont comportés calmement, ont coopéré avec l'enquête et ont même exprimé leur surprise qu'il puisse s'agir de quelque chose d'illégal. Et ensuite, il s'est produit ce qui a suscité bien des interrogations. Peu après les interrogatoires, ils ont été relâchés. Les soupçons n'ont pas été levés, mais ils ont été libérés pendant la durée de l'enquête. L'enquêteur a confié à la presse un détail qui ne cadrait absolument pas avec la logique habituelle de ce type d'affaires. Lorsque les charges ont été présentées aux suspects, tous les 3, selon ses dires, étaient sous le choc. Et non pas à cause de l'interpellation, mais à cause des accusations elles-mêmes. Ils ne comprenaient sincèrement pas en quoi consistait le caractère criminel. Aucun des 3 n'a réclamé d'avocat. Aucun n'a refusé de répondre aux questions. Ils ne se sont pas tus, ne se sont pas réfugiés dans le silence, n'ont pas demandé un délai de réflexion. Ils ont répondu ouvertement, calmement, comme des gens qui n'ont rien à cacher, ou comme des gens absolument convaincus de n'avoir rien fait de mal. Et c'est à ce moment-là que l'enquête s'est retrouvée face à un embranchement dont dépendait toute la suite du dossier. Il y avait 2 possibilités. La première, ces gens avaient maintenu un homme dans une cave pendant 20 ans et ne considéraient véritablement pas cela comme illégal. C'était pour eux la norme, une sorte d'arrangement du quotidien, une habitude qui durait depuis si longtemps qu'elle avait tout simplement cessé de paraître anormale. Et la seconde, il s'agissait d'une ligne de conduite bien préparée. Un rôle répété à l'avance ou enclenché par instinct. Nous ne savions rien, nous n'avons rien fait, nous sommes nous-mêmes étonnés. La police n'a pas indiqué laquelle de ces 2 versions était considérée comme la plus probable. Mais la direction de l'enquête était déjà tracée vers les finances. La police a indiqué la direction, la motivation financière, non pas comme motif secondaire ni comme complément d'accusation, mais comme question centrale de toute l'affaire. Les suspects ont-ils utilisé la situation de dépendance de cet homme pour gagner de l'argent à ses dépens? L'arithmétique s'est révélée plutôt simple. La pension garantie en Finlande s'élève à environ 990 € par mois. C'est le minimum que perçoit toute personne sans autre revenu de retraite. Si cet homme avait eu un quelconque parcours professionnel, la somme aurait pu être plus élevée. Mais même au plus bas de la fourchette, 990 € multipliés par 12 mois et par 12 ans, cela représente environ 240 000 €, un quart de million, et cet argent allait quelque part. Quelqu'un le percevait, quelqu'un en disposait. Un homme qui a passé 2 décennies dans une pièce sans fenêtre et sans conditions élémentaires de vie ne le dépensait probablement pas pour lui-même. Sur le plan formel, il était enregistré à cette adresse, formellement vivant, inscrit dans le système, sa pension lui était régulièrement versée. Mais qui la retirait? Où allait-elle? Qui avait accès au compte? C'est précisément ce que l'enquête est en train de creuser actuellement. Sur le papier, le mécanisme pouvait sembler irréprochable.
Adresse, bénéficiaire, versement, aucune question du côté du système. Mais la police pose désormais une toute autre question. Lui versait-on bien sa retraite? Ou plutôt, a-t-il jamais vu ne serait-ce qu'un seul euro de cet argent? Koivulainen a livré aux journalistes une phrase qui a fait basculer toute la compréhension de cette affaire. Nous sommes actuellement en train de déterminer s'il avait ou non la possibilité de quitter la pièce. Pas une affirmation, une question. La police elle-même n'en connaissait pas la réponse. Et voilà l'essentiel. On ne l'a pas trouvé enchaîné. Il n'y avait pas de serrures aux portes, rien de ce qui est habituellement associé à une privation de liberté. Ni grille, ni corde, ni la moindre trace de contrainte physique. Le tableau classique de la séquestration ne s'appliquait tout simplement pas ici. C'est précisément ce qui rendait l'affaire si complexe pour l'enquête. Lorsqu'il s'est retrouvé dans cette cave, il avait environ 60 ans. Il pouvait marcher, monter les escaliers, sortir tranquillement dans la rue. Physiquement, il le pouvait. Mais 20 ans plus tard, la police s'est retrouvée face à un homme d'environ 80 ans, dans un état grave, nécessitant une aide immédiate. Et entre ces deux points, il y a une distance énorme. Et quelque part sur ce chemin, une porte qui restait formellement ouverte a cessé, à un moment donné, d'être une issue. Ce qui le retenait exactement, l'enquête ne l'a pas encore établi. La faiblesse de l'âge, la dépendance totale envers ceux qui apportèrent la nourriture, l'absence totale de contact avec l'extérieur, ou peut-être tout cela à la fois, lentement, année après année, couche après couche. Mais s'il n'était pas retenu par la force, alors se posait la question suivante. Comment s'était-il retrouvé dans cette cave en premier lieu? La police n'a divulgué ni son nom, ni son prénom, ni son âge exact, ni sa nationalité. Formulation officielle. Considération de confidentialité et de sécurité de la victime. On savait, un homme d'environ 80 ans, connu de longue date par les 3 suspects, mais sans aucun lien de parenté avec eux. Ni profession, ni biographie, pas un seul détail qui aurait permis de comprendre qui il était avant cette cave, d'où il venait, ce qu'il faisait et s'il avait au moins quelqu'un. C'est ici que commence un silence qui parle de lui-même. 20 ans. Pendant tout ce temps, personne n'est venu à la police pour dire « je le cherche ». Ni un parent, ni un ancien proche, ni un collègue, ni un voisin d'une vie antérieure. Personne n'a déposé d'avis de disparition, n'a tiré la sonnette d'alarme. Très probablement, au moment où il s'est installé dans cette maison, il était déjà seul. Très probablement, il n'avait plus de famille proche, car autrement, 20 ans de silence total seraient difficiles à expliquer. Et selon toute apparence, il appartenait à ce type de personne dont la disparition n'a tout simplement personne pour la remarquer. Pas un sans-abri, pas un marginal, simplement un homme sans lien, sans personne qui, à un moment donné, demanderait « Mais où est-il » Et c'est probablement cela qui l'a rendu vulnérable. Pas l'âge, pas la faiblesse, mais la solitude. Le fait qu'entre lui et la disparition totale du champ de vision de la société, il n'y avait pas une seule personne vivante. Or, en Finlande, c'est précisément pour cela qu'existe l'État. Kela, ce n'est pas qu'une caisse de retraite. Retraite, assurance maladie, allocation, aide à domicile, remboursement de médicaments. Chaque habitant de Finlande, résidant dans le pays depuis au moins 3 ans, est automatiquement intégré dans ce système après 60 ans. Pas sur demande, par le simple fait d'exister. Mais Kela n'est que le premier niveau. Ensuite viennent les communes. Selon la loi, ce sont elles qui sont tenues d'assurer les services sociaux et médicaux à chaque habitant sur l'ensemble du territoire. Une personne âgée dont la santé se dégrade relève directement de leur responsabilité. Il existe une allocation spécifique pour les retraités atteints de maladies chroniques, des aides financières pour le soutien à la vie quotidienne. Il y a une allocation logement pour ceux qui ont de faibles revenus. Et chacun de ces instruments suppose un contact, une demande, une vérification, une révision des conditions tous les 2 ans. Une infrastructure, environ 116 000 personnes perçoivent la pension garantie. Plus de 200 000 reçoivent des allocations. Le système est conçu pour qu'aucune personne âgée ne reste sans attention. Révision régulière, notification, ajustements automatiques. Et tout cela existait et fonctionnait pendant les 20 ans où il se trouvait dans une cave sans fenêtre. La police n'a jamais indiqué si les services sociaux ou médicaux s'étaient un jour adressés à lui. Pas en 20 ans, pas du tout, sur aucune période quelle qu'elle soit. Les journalistes ont posé directement la question. Aucune réponse n'a suivi. Et ce silence est déjà en soi un signal.
s'il y avait eu un contact, si ne serait-ce qu'un seul service était une fois venu à cette adresse et avait vu cet homme, l'enquête l'aurait très probablement mentionné. Ne serait-ce que pour montrer « le système a essayé ». Rien de tel n'a été dit, et c'est là que l'on comprend enfin comment cela a pu se produire. Toute la mécanique finlandaise de protection sociale fonctionne sur le principe déclaratif. Kela verse la pension, mais ne vérifie pas comment vit exactement le bénéficiaire. La commune est légalement tenue d'aider, mais si on ne s'adresse pas à elle, elle ne vient pas d'elle-même. L'allocation d'aide existe, mais il faut la demander. L'aide se met en place, mais sur dossier, pas sur visite. Chaque maillon de ce système attend un signal entrant. Or, un homme dans une cave sans fenêtre ne peut pas en envoyer. Il ne se rendra pas dans un bureau, n'appellera pas la commune, ne remplira pas de formulaire sur Omakela. Et du point de vue de la base de données, tout paraissait absolument normal. L'adresse existe, le bénéficiaire est vivant, les versements partent, pas de plainte, pas de demande. Donc tout va bien. Le système fonctionnait exactement comme il avait été conçu, sauf qu'il n'avait pas été conçu pour quelqu'un qui ne peut pas demander de l'aide tout seul. Le 19 janvier 2026, après 20 ans de silence total, la police a enfin reçu ce signal tant attendu. Et ni des voisins, ni de proches, ni de Kela. Le communiqué de la police d'Helsinki l'a indiqué brièvement, information reçue d'une autre administration publique. Et ensuite est venue une précision qui expliquait beaucoup de choses. La personne ayant donné l'alerte a raconté avoir fait la connaissance de la victime dans le cadre de son travail. Qui était-elle? Cela n'est pas révélé. Nom, fonction, administration, tout est confidentiel. Mais le seul fait en dit long. C'était quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, s'est retrouvé à proximité. Peut-être un travailleur social, un soignant, quelqu'un qui a vu cet homme et a compris que la situation n'était pas normale. Et ensuite, un contact et une décision. Signaler. Et ensuite, restait la question. Qu'allait-il devenir maintenant? La traite des êtres humains en Finlande n'est pas une nouveauté, mais jusqu'à présent, c'était toujours l'histoire des autres. Des cueilleurs de baies venus de Thaïlande, travaillant sans contrat et sans aucun droit, des femmes amenées dans le pays sur la promesse d'un mariage, des ouvriers du bâtiment, des migrants employés au noir. Près de la moitié des cas identifiés relevaient de l'exploitation par le travail, un quart de plus de l'exploitation sexuelle, de 629 en 2019 à 367 en 2022. Le profil restait pratiquement toujours le même. Un étranger, une personne sans papier, sans langue, sans contact. Le département d'État des États-Unis classait constamment la Finlande dans la première catégorie, Tier 1. Officiellement, le pays faisait tout correctement, mais en juin 2024, le groupe d'experts du Conseil de l'Europe, le GRETA, a publié un rapport. Le tableau y était tout autre. Peu de condamnations, des enquêtes retardées, dont certaines duraient plus de 4 ans. Les revenus criminels n'étaient pratiquement pas confisqués. Les indemnisations des victimes n'étaient pas garanties. En 2024, les tribunaux n'ont rendu que 4 condamnations dans des dossiers de traite d'êtres humains, 4 pour tout le pays. Et voici qu'apparaît une affaire qui ne s'inscrivait dans aucun schéma habituel. La victime n'était ni un migrant ni un étranger, un Finlandais âgé, dans la capitale, dans une maison privée, depuis 20 ans. La maison se trouvait dans un quartier résidentiel ordinaire. Sur les papiers, 4 habitants. En pratique, le haut était vide. Les 3 personnes enregistrées y faisaient des apparitions ponctuelles, mais n'y vivaient pas réellement. Le seul habitant permanent de cette maison se trouvait en bas, dans une pièce sans fenêtre. Et il faut comprendre ici comment fonctionne le système lui-même. L'enregistrement à une adresse en Finlande n'est pas une simple ligne dans une base de données. C'est le point d'ancrage vers tout le reste. C'est par lui que Kela détermine où envoyer les paiements. C'est par lui que la commune sait qui vit sur son territoire. C'est par lui que les services médicaux savent à quel centre de santé une personne est rattachée. Il y a une adresse, donc il y a une personne. Il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas de problème. Et voici ce que cela donnait au final. L'adresse créait, pour n'importe quelle administration, l'image d'un foyer parfaitement ordinaire. Si quelqu'un, à Kela ou à la commune, avait voulu vérifier, et de telles vérifications, comme on l'apprendra plus tard, n'ont selon toute vraisemblance jamais été effectuées, il aurait vu un résident enregistré à une adresse valide. Aucun motif d'inquiétude. La pension est versée, l'adresse existe, pas de plainte.
Et c'est ainsi que l'enregistrement, qui devait pourtant le protéger, lui garantir l'accès à la retraite, aux soins, à l'aide, fonctionnait en réalité comme un bouclier, mais pas pour lui, pour ceux qui voulaient que toute cette situation reste invisible. Koivulainen a confirmé à la presse ce que, sans doute, personne n'attendait. Selon les données de l'enquête, l'homme avait emménagé dans cette maison de son plein gré, lui-même, il y a plus de 20 ans. Personne ne l'avait amené, ne l'avait attiré. Il n'y avait eu ni tromperie, ni menace, aucune contrainte d'aucune sorte. Il avait alors environ 60 ans. Selon toute probabilité, il se déplaçait sans aide extérieure, prenait ses décisions seul et comprenait parfaitement où il allait et chez qui. C'était un choix conscient d'un adulte. Et c'est à ce moment-là que toute la construction que le spectateur a eu le temps de bâtir dans sa tête commence à s'effondrer. Ce n'est pas une histoire d'enlèvement, pas une histoire de séquestration, pas une histoire d'un déséquilibré avec des serrures sur les portes. L'homme est venu de lui-même et est resté. 1 an, 5, 10, 20. Jusqu'à ce que « il est resté » se transforme progressivement en « il n'a plus pu partir ». Et où exactement passait cette frontière, l'enquête ne l'a pas encore établie. Y a-t-il eu un moment où il a voulu partir mais ne le pouvait déjà plus physiquement? Ou a-t-il simplement cessé de vouloir, parce qu'après 20 ans dans une pièce sans fenêtre, il ne reste pas plus de volonté que de santé? C'est précisément ce qui rendait l'affaire si complexe. Il n'y avait pas d'enlèvement, rien. Il n'y avait pas eu de moment où la liberté s'était achevée d'un seul claquement. Il y avait une transformation lente, étirée sur des années, d'une décision volontaire en piège. Très probablement, au début, cela ressemblait à une issue. Un homme qui n'a nulle part où vivre, des connaissances qui lui proposent une pièce. En bas, dans la cave, ce n'est pas l'idéal, mais il y a un toit, une solution temporaire. Seulement le temporaire est rapidement devenu permanent, le permanent sans issue. Non pas parce que quelqu'un a verrouillé la porte, mais parce qu'avec chaque année qui passait, celui qui pouvait l'ouvrir était de moins en mesure de monter les escaliers. Et voici comment ce mécanisme fonctionnait en réalité. Une maison qui n'est pas la sienne, de l'argent qui, très probablement, n'est pas le sien non plus. Contact avec le monde extérieur, 0. Ceux dont dépendait la nourriture allaient et venaient. Lui restait. Le système voyait une adresse, un enregistrement, un versement. Un homme vivant s'est peu à peu transformé en une ligne qui générait régulièrement des paiements, mais ne réclamait aucune attention. Et c'est là que le fameux choc des suspects prend une toute autre explication. Peut-être que dans leur vision du monde, tout était vraiment normal. Il est venu de lui-même. Ils ne l'ont pas chassé. Formellement, tout est légal. Que la pièce soit sans fenêtre et sans toilette, eh bien, il ne se plaignait pas. L'enquête se poursuit. Les charges n'ont pas encore été formellement présentées, mais un homme est déjà sorti d'une cave pour la première fois en 20 ans, dans un pays où tout fonctionne à la perfection. Merci d'avoir regardé, écrivez en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, mettez des likes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.